Pendant 165 millions d'années, les dinosaures ont dominé les écosystèmes avec des tailles allant jusqu'à 40 mètres et 100 tonnes. Mais il existe une ère ultérieure de 66 millions d'années où les mammifères ont développé des adaptations encore plus extrêmes, des rhinocéros laineux de 3,5 mètres avec des poils d'1 mètre de long survivant à des températures de moins 50 degrés Celsius, des mammouths de 4 mètres avec des défenses courbes de 5 mètres, des paresseux terrestres de 6 mètres pesant 4 tonnes, des baleines bleues de 200 tonnes surpassant tout dinosaure connu, des températures globales chutant de 15 degrés pendant les ères glaciaires qui couvraient 30% de la planète avec de la glace épaisse de 3 km. Le Cénozoïque a produit une mégafaune adaptée à des extrêmes climatiques qu'aucun dinosaure n'a jamais affronté, une ère de 66 millions d'années que la science découvre encore. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. As-tu déjà imaginé à quoi ressemblait la Terre juste après la disparition des dinosaures? On entend souvent parler de ces créatures gigantesques et mystérieuses, mais on oublie que leur extinction brutale a ouvert une nouvelle ère bouleversante pour notre planète, une page complètement inédite, celle du Cénozoïque. Ce moment précis, voilà environ 66 millions d'années, a été marqué par des événements d'une violence hors norme qui ont littéralement refaçonné la surface du monde et le vivant. Tout a commencé par une catastrophe aux proportions colossales, causée en grande partie par la collision soudaine d'un astéroïde avec la Terre dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cet impact, d'un diamètre estimé aujourd'hui à près de 15 km, a libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes nucléaires. Immédiatement après, des centaines de volcans sont entrés en éruption dans différentes régions, en particulier dans ce qu'on appelle les trappes du Deccan, en Inde. Cette combinaison explosive a eu des effets mondiaux. D'énormes panaches de cendres et de gaz se sont répandus dans l'atmosphère, obscurcissant la lumière du soleil, baissant les températures, déclenchant des pluies acides et bouleversant l'équilibre du climat et de la vie. Cette extinction soudaine, qui a permis l'avènement du Cénozoïque, s'est déroulée à une échelle catastrophique. Près de 95% des espèces marines, 75% des espèces animales et végétales terrestres et presque tous les dinosaures terrestres se sont éteints en quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est presque instantané à l'échelle de la vie sur Terre. Les animaux et les plantes qui ont survécu à ce cataclysme appartenaient pour la plupart à des espèces capables de résister à des conditions extrêmes ou capables de vivre à l'abri de la lumière, comme certains petits mammifères, gros insectes, grenouilles et oiseaux. Après ce nettoyage planétaire, la nature a repris son cours, mais dans un environnement complètement transformé. Les continents, tels qu'on les connaît aujourd'hui, commençaient à peine à se dessiner. L'Atlantique Nord s'ouvrait, l'Inde se dirigeait vers une collision épique avec l'Asie, qui formerait plus tard la chaîne de l'Himalaya, et l'Océanie se déplaçait progressivement vers le sud-est. Sur le terrain, les forêts tropicales épaisses qui couvraient la planète depuis des millions d'années ont été en grande partie détruites ou fragmentées. Les feux, les changements de température, le manque de lumière et d'eau ont permis l'apparition de paysages ouverts. Prairies, savanes et des premiers broussailles, où la lumière du soleil et le vent modelaient maintenant la croissance des plantes. La vie animale a dû s'adapter rapidement à ces nouvelles conditions. Là où les dinosaures occupaient auparavant toutes les niches écologiques terrestres, volantes et aquatiques, un vide s'est brusquement installé. Ce n'était plus la domination des grands reptiles terrestres et marins. Au lieu de cela, les petits mammifères nocturnes qui avaient survécu, souvent en creusant des terriers ou en se nourrissant de tout ce qu'ils trouvaient, sont soudainement devenus les héritiers de la Terre. Certains oiseaux et de rares reptiles, comme les crocodiles, ont également survécu à cette période de chaos planétaire. La disparition de ces géants a bouleversé la chaîne alimentaire, non seulement en éliminant des prédateurs redoutables, mais aussi en supprimant les plus grands herbivores. La végétation s'est trouvée libérée d'une pression constante d'herbivorie, ce qui a transformé la composition des forêts et des étendues herbeuses. Les plantes à fleurs, ou angiospermes, jusque-là relativement récentes, ont profité de cette opportunité pour devenir dominantes, repoussant progressivement les plantes à graines nues, comme les conifères. Pendant les premiers millions d'années du Cénozoïque, environ entre 66 et 55 millions d'années avant notre époque, connue sous le nom de Paléocène, la Terre ressemblait à un immense laboratoire de reconstruction. Les couches de cendres et de sédiments déposés partout témoignent aujourd'hui encore d'une activité volcanique soutenue et d'incendies massifs.
Le climat de la planète, privé d'une partie de son atmosphère protectrice et secoué par des modifications brutales du cycle du carbone et de l'azote, a subi des hausses et des baisses extrêmes de température. Les glaces polaires, quasi inexistantes à la fin du Mésozoïque, apparaissent peu à peu dans les époques suivantes, conséquence des variations climatiques mondiales continues, ce qui façonnera à long terme la géographie des terres et des mers. En quelques millions d'années, les mammifères vont sortir de leurs conditions de petites bêtes peureuses et discrètes pour explorer et occuper toutes les niches écologiques délaissées. Des espèces diverses vont se multiplier, insectivores, omnivores, carnassiers, rongeurs, équidés primitifs et même premiers ancêtres des primates. Ils commencent à arborer de nouvelles formes, de nouvelles stratégies de survie, de nouveaux régimes alimentaires. Cette phase de transition du Crétacé au Cénozoïque est donc non seulement une étape de destruction, mais aussi le point de départ de toutes les branches de la vie moderne, et en particulier de la lignée dont nous faisons partie. Les changements ne se sont pas limités à la faune animale et végétale. Le sol de la planète a également été profondément transformé à la suite de ces catastrophes. Les chaînes de montagnes se sont élevées, provoquant une redistribution des vents et des précipitations à la surface du globe. Les mers peu profondes qui recouvraient de vastes parties des continents se sont progressivement retirées, exposant de nouvelles terres à la colonisation par les plantes et les animaux. De larges bassins se sont formés, certains deviendront des lacs, d'autres, comme le bassin de Paris ou de l'Himalaya, serviront plusieurs millions d'années plus tard de berceau à une faune et une flore riches et inattendues, parfois uniques au monde. Les océans, théâtre de la plus grande perte de biodiversité de l'histoire, ont aussi connu une renaissance spectaculaire pendant ce passage vers le Cénozoïque. Les foraminifères planctoniques, une famille de micro-organismes vivants dans la mer, presque effacés par l'extinction, sont revenus rapidement grâce à leur capacité à muter et à s'adapter. C'est à cette époque qu'on note les premiers signes d'une domination massive par les poissons osseux modernes et les débuts des cétacés, ancêtres lointains des dauphins et baleines actuels. Les récifs coralliens, après avoir été pratiquement anéantis, se sont reconstitués, permettant à la vie marine de reprendre une course à la diversification. Il n'y a pas que le climat et les paysages qui ont été bouleversés, la composition de l'atmosphère, elle aussi, a changé. La poussière soulevée par l'explosion et les incendies de forêts massives ont momentanément baissé la température mondiale. Mais quand cette couche s'est déposée, l'effet s'est inversé. L'atmosphère s'est enrichie en dioxyde de carbone suite aux éruptions volcaniques massives, ce qui a réchauffé la planète d'une dizaine de degrés sur moins de 100 000 ans. Ce réchauffement, connu aujourd'hui sous le nom de maximum thermique du Paléocène et Ocène, a entraîné la disparition de nombreux groupes résiduels de reptiles et forcé les espèces survivantes à s'adapter à la chaleur. À partir de là, la Terre est entrée de plein pied dans ce qu'on appelle l'ère des nouveaux animaux, ou Cénozoïque. La géologie de la planète montre aujourd'hui les traces de cette transition brutale. Les couches de sédiments marquées par l'iridium, un élément rare souvent associé à la collision d'astéroïdes, témoignent de la catastrophe initiale, alors que les fossiles montrent l'apparition brutale de nouveaux groupes d'animaux. On observe souvent, dans des gisements fossilifères célèbres, une sorte de rupture très nette. Des squelettes de dinosaures, puis plus rien pendant une courte période, puis soudain des restes de mammifères, souvent de petite taille. À côté d'eux apparaissent aussi des plantes à fleurs modernes, des premiers palmiers et cactacés, alors que les fougères, qui avaient dominé durant les premiers temps, deviennent minoritaires. Un phénomène intéressant s'est produit dans ce nouvel environnement. Sans les dinosaures pour occuper l'espace, la nature a expérimenté de nouvelles formes et de nouveaux modes de vie. Les mammifères, principalement nocturnes avant la crise, se sont adaptés à la lumière du jour. Certains ont développé des membres adaptés pour courir, d'autres pour grimper ou même pour creuser. Les oiseaux, seuls représentants survivants de la lignée des dinosaures théropodes, ont profité de la disparition de leurs concurrents directs pour se diversifier radicalement. Aigles, autruches, composant des groupes modernes, trouvent leurs origines à cette époque. Le monde du Paléocène et de l'Éocène fourmille d'oiseaux énormes, parfois incapables de voler, qui régneront sur les continents pendant quelques millions d'années, jusqu'à ce que les mammifères carnivores s'adaptent à leur tour et prennent le relais. Les forêts, dans leur version post-catastrophe, étaient différentes aussi, composées largement de plantes à croissance rapide, souvent à feuilles caduques, résistantes aux périodes sèches ou froides. Elles laissaient entrer plus de lumière que les sous-bois des forêts de conifères du Crétacé. Cela permettait à une grande diversité de plantes basses et de petits arbres de se développer, offrant un terrain d'expérimentation idéal pour les herbivores et omnivores émergents.
Les prairies, qui deviendront un paysage dominant bien plus tard, commencent tout juste à poindre dans des environnements troués de petits bosquets. C'est durant cette phase de reconstruction que se mettent en place les nouvelles dynamiques de la biosphère. Les animaux doivent désormais s'adapter à des températures plus variables, à des saisons marquées et à des épisodes climatiques extrêmes plus fréquents qu'auparavant. Cette pression environnementale va accélérer l'évolution de nombreuses lignées et donner naissance à des animaux dotés de cerveaux plus développés, d'une meilleure vue, de comportements plus complexes. On pose ici les fondations de ce qui rendra à terme les mammifères, puis les primates, et enfin les humains, si particuliers parmi tous les êtres vivants. Si la transition du Crétacé au Cénozoïque s'est faite sur fond d'apocalypse, elle a posé toutes les bases de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Les continents se déplacent, dérivent lentement mais sûrement. Les climats passent du chaud au froid. La vie se redéploie avec inventivité sur tous les continents. Les animaux qui nous paraissent aujourd'hui familiers, du chien à l'éléphant, du cheval à la baleine, prennent racine dans cette incroyable période de renaissance écologique. Les écosystèmes eux-mêmes, tels que les savanes africaines actuelles, les steppes asiatiques ou les forêts tempérées d'Europe, trouvent leurs prémices dans ces événements fondateurs de la nouvelle ère. On ne peut donc pas comprendre ce qu'est la Terre moderne sans remonter à cet instant précis où le monde a basculé du règne des reptiles géants à celui des mammifères innovants. Si certains pans demeurent encore mystérieux, les fossiles, les roches et l'étude du climat permettent aujourd'hui de reconstituer petit à petit ce monde autrefois si différent du nôtre, mais qui, au fond, a tout à voir avec l'humanité et la nature, telles qu'on les vit au quotidien. Voilà comment, en quelques millions d'années seulement, la Terre a fait le deuil des dinosaures pour accoucher du Cénozoïque, l'ère véritablement fondatrice de notre monde actuel. À partir de cette période où les grandes dynasties reptiliennes avaient laissé la place vacante, quelque chose de fascinant s'est mis en marche dans le monde animal. Les petits mammifères, jusque-là discrets et majoritairement nocturnes, se sont retrouvés dans une situation radicalement nouvelle. Plus de mastodontes à éviter, ni de dinosaures impitoyables pour leur barrer la route. C'est dans ce contexte de liberté soudaine qu'ils se sont mis à occuper toutes sortes de milieux, avec une incroyable rapidité. Au début du Cénozoïque, ce groupe jusque-là marginal était composé de créatures mesurant souvent quelques centimètres, se faufilant dans les sous-bois, grignotant tout ce qui traînait. Rapidement, ils se sont différenciés. Certains ont allongé leurs pattes pour courir, d'autres ont élargi leurs dents pour mordre de nouveaux types de nourriture, ou encore affiné leurs sens pour trouver de la nourriture dans le noir. Chaque petit changement leur permettait de tester une nouvelle façon de vivre, et à force d'essais, de création et de mutation, une explosion de diversité est apparue. Ce phénomène, appelé parfois radiation évolutive, a littéralement transformé la planète. On a pu observer l'arrivée soudaine d'animaux totalement différents de tout ce qui existait avant. En l'espace de quelques millions d'années, ce qui n'est rien à l'échelle géologique, il y a eu de tout. Des petits insectivores courant dans la litière, des créatures ressemblant vaguement à des loutres mais vivant dans les arbres, des rongeurs, des groupes qui donneront plus tard les singes, d'autres qui évolueront vers les chevaux, les éléphants ou encore les baleines. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle ces différents groupes apparaissent. Chaque nouveauté morphologique ou comportementale ouvrait la porte à un nouveau type de vie, et souvent ces expériences évolutives étaient menées en parallèle dans plusieurs régions. Comme la Terre gardait encore çà et là quelques isolats désertés par les reptiles, ces niches vides ont servi de terrain de conquête. Sur les terres émergées, autant que dans les marécages ou les montagnes, chaque espace disponible a été investi par une lignée de mammifères en train d'innover. Leur réussite a tenu à plusieurs facteurs. D'abord, il faut rappeler que les mammifères sont des animaux à sang chaud, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenir leur température interne constante. Cette caractéristique leur a sans doute donné un avantage décisif dans un environnement instable où les changements de climat fréquents éliminaient rapidement les espèces incapables de s'adapter à des nuits froides ou à des journées brûlantes. Ensuite, il y avait la diversité de leurs modes d'alimentation. Les mammifères pouvaient être insectivores, granivores, frugivores, carnivores ou omnivores. Cette flexibilité alimentaire leur a permis d'occuper de nombreuses niches laissées libres à tous les étages des écosystèmes. Un autre atout majeur, c'est aussi le développement progressif du cerveau et du sens social, qui ont donné naissance à une immense variété de comportements, allant de la chasse en groupe à la vie en colonie, en passant par des systèmes de communication déjà assez sophistiqués chez certains groupes,
Tout cela, mis bout à bout, a fait que les mammifères se sont répartis sur tous les continents et dans la plupart des milieux, à une vitesse inouïe. À partir du Paléocène et surtout de l'Éocène, entre il y a 56 et 34 millions d'années environ, la diversification s'accélère encore. On voit tout un éventail d'espèces innovantes. Les premiers ongulés cessaient à la course rapide sur de vastes étendues où la forêt se disperse. Les primates, eux, profitent de la verticalité offerte par les forêts renaissantes pour explorer la canopée avec des mains préhensiles et une vue stéréoscopique. Dans les milieux aquatiques, d'anciennes lignées de mammifères retournent vers l'eau, développant des nageoires et adaptant leur mode de respiration à la plongée, menant bien plus tard à la naissance des baleines et des dauphins. Cette adaptation à des niches très variées est favorisée par la fragmentation des continents qui créent des barrières et isolent des populations pendant des millions d'années. C'est ainsi que l'Australie, séparée très tôt des autres terres, a vu l'incroyable évolution des marsupiaux, alors que l'Amérique du Sud, longtemps coupée de l'Amérique du Nord, a aussi développé une panoplie unique d'animaux, parfois étrangement semblables à ceux d'autres régions, mais issus d'ancêtres totalement différents. On ne peut pas parler de cette période sans évoquer la formidable diversité de formes et de tailles atteintes par ces animaux. Dès l'Éocène, on voit l'apparition de créatures très petites, capables de glisser d'arbre en arbre ou de creuser des galeries, mais aussi l'émergence des premiers géants, ancêtres des chevaux, des rhinocéros ou des ancêtres des éléphants. Les différences de stature, de nourriture et de mode de vie deviennent de plus en plus marquées entre les groupes. Les ancêtres des cétacés quittent la terre ferme pour s'adapter progressivement à la vie aquatique. Plus tard, d'autres mammifères, victimes de la concurrence croissante sur la terre ferme, renforceront ces choix écologiques. Ce foisonnement de voies évolutives a généré des lignées fantomatiques, parfois disparues très tôt, et d'autres incroyablement prospères qui perdureront jusqu'à nos jours. L'explosion évolutive des mammifères ne se limite pas à leur simple forme extérieure. À l'intérieur, leurs organes connaissent eux aussi des adaptations multiples. Les dents, par exemple, évoluent rapidement pour répondre aux nouveaux types de régimes alimentaires. Dents pointues pour déchirer, dents plates pour broyer l'herbe, canines ou défense élargie pour la défense ou l'attaque. Leur appareil digestif se complexifie, permettant à certains de digérer la cellulose très dure des plantes ou à d'autres de profiter de proies animaux plus riches en protéines. Les membres qui étaient généralistes chez leurs ancêtres deviennent spécialisés. Pattes fuselées pour la course des premiers chevaux, bras puissants pour fouiller ou grimper, nageoires pour glisser dans l'eau, mais ce ne sont pas uniquement les adaptations corporelles qui ont changé la donne. Le cerveau des mammifères a aussi connu un essor, ce qui leur a permis de développer des comportements plus variés et adaptés. On a vu l'apparition d'animaux sociaux vivant en groupe ou en colonie, l'organisation de stratégies de chasse collaboratives, la mémoire spatiale qui favorise la migration ou la reconnaissance des territoires fertiles pendant les saisons difficiles. Certains, comme les premiers primates, ont même entamé une forme de communication élaborée qui prépare la voie à des sociétés de plus en plus complexes. Cette diversification et cette capacité à s'adapter à presque tout ont permis aux mammifères de coloniser non seulement les plaines, les forêts et les montagnes, mais aussi les déserts brûlants ou les régions polaires. Là où il y a de la nourriture et une brèche dans la concurrence, on retrouve des groupes de mammifères. Cette occupation planétaire s'est faite pas à pas. Les premiers conquérants d'un nouvel espace se retrouvaient souvent confrontés, en quelques milliers ou millions d'années, à de nouveaux compétiteurs issus de leur propre rang. Cela a généré des vagues successives d'innovation et de spécialisation. Ce n'est pas seulement la taille ou la forme qui changent, les modes de reproduction, la gestation, la durée de vie, le soin parental ont tous connu des variantes dans chaque lignée. Les archives fossiles gardent la trace de cette effervescence. Par exemple, en quelques millions d'années à peine, on passe de petits mammifères à l'allure de musaraignes à des créatures aussi hétérogènes que le Brontotherium, sorte de rhinocéros géant, ou le Basilosaurus, ancien mammifère marin pouvant mesurer plus de 15 mètres. Chaque grande région du globe a produit sa propre faune, parfois presque irréelle. On observe alors une diversité dans la dentition, dans la longueur des membres, dans la taille du cerveau ou la forme du crâne. Les paléontologues d'aujourd'hui qui étudient ces fossiles sont souvent étonnés par la rapidité et la richesse des adaptations trouvées, surtout lorsque l'on considère qu'il s'agit d'une phase relativement récente dans l'histoire de la vie. Un aspect souvent oublié dans cette explosion évolutive, c'est qu'elle ne s'est pas faite dans le vide.
les mammifères ont bénéficié de l'arrivée de nouveaux types de plantes, en particulier l'expansion des plantes à fleurs et plus tard des herbes. Ces ressources végétales ont offert de nouveaux terrains de jeu et de nouveaux défis. L'apparition de plantes ayant des graines protégées, des fruits savoureux ou des fibres difficiles à digérer a entraîné, en retour, des évolutions spécifiques chez les animaux qui en dépendaient. Un vrai dialogue s'est instauré à coup de mutations et de pression naturelle entre ces deux grands groupes du vivant. Cela a conditionné l'émergence de comportements inédits, du simple broutage à la dispersion des graines à travers les excréments, des techniques de camouflage chez les proies à la chasse ou la collecte collective chez certains mammifères sociaux. Cette diversité n'est pas seulement un empilement d'espèces différentes. Il s'agit aussi d'une véritable mosaïque de relations entre les mammifères eux-mêmes. À mesure que de nouvelles formes apparaissent, la compétition pour les ressources s'intensifie, entraînant la sélection des plus aptes à exploiter chaque niche écologique. Les grands carnivores évoluent pour dominer la savane, tandis que les herbivores deviennent plus grands pour échapper aux prédateurs. D'autres choisissent la stratégie inverse et deviennent minuscules ou nocturnes pour passer inaperçus. Cette dynamique constante, faite d'essais et de corrections, explique la richesse de la faune que l'on observe dans les gisements cénozoïques. Une conséquence logique de cette démultiplication, c'est que des lignées entières se sont lancées à la conquête de régions extrêmes. Certains groupes se sont spécialisés dans les climats froids, d'autres dans les marécages ou les sols désertiques. Par exemple, au fil du Cénozoïque, la banquise et la toundra vont voir leur propre cortège de mammifères adaptés au froid. Pelage épais, réserve de graisse, possibilité d'hiberner ou de migrer sur de grandes distances. D'autres vont coloniser le sous-sol comme les taupes ou même se spécialiser dans la vie cavernicole. Cette diversité de modes de vie va permettre aux mammifères de survivre aux futurs bouleversements climatiques majeurs, car certains groupes étaient déjà rompus aux environnements extrêmes de la planète. Ce n'est pas qu'une évolution solitaire. L'explosion des mammifères a modelé de nouveaux réseaux écologiques. Les animaux n'évoluent pas isolément. Ils sont tous en relation avec leurs proies, leurs prédateurs, leurs partenaires de reproduction. Ainsi, plus un groupe se diversifie, plus il ajoute de nouveaux acteurs dans le jeu de la vie, ce qui augmente la complexité des chaînes alimentaires et des équilibres naturels. Les nombreux fossiles de sites comme Messel en Allemagne ou celles des Badlands d'Amérique du Nord montrent que les écosystèmes du Cénozoïque regorgent de petits et moyens mammifères, d'oiseaux, de reptiles survivants, d'insectes et de plantes modernes. On sait grâce à ces sites que la faune était d'une variété inouïe, à la fois stable sur plusieurs millions d'années dans certains endroits, mais sujette à des changements rapides en cas de crise environnementale. Ce qui rend cette phase encore plus incroyable, c'est que beaucoup de grands groupes actuels sont nés durant cette période d'explosion évolutive. Les carnivores modernes, comme les félins et les canidés, prennent leur source à l'Éocène et à l'Oligocène, indirectement issus d'ancêtres plus anciens, ayant déjà testé plusieurs stratégies de chasse ou d'organisation sociale. Les ruminants, avec les premiers ancêtres des bovins et des cervidés, se multiplient, tandis que les proboscidiens, les ancêtres des éléphants, entreprennent un parcours particulier, évoluant d'animaux semi-aquatiques vers les mastodontes et éléphants modernes. Même l'histoire des primates, un groupe où l'homme trouve ses lointaines origines, démarre dans ce foisonnement avec l'apparition des premiers singes arboricoles, adaptés à des milieux riches en fruits et en fleurs. L'explosion évolutive ne s'est pas faite sans à-coups. Certaines branches expérimentales ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues, souvent en raison de changements climatiques brutaux, de l'arrivée de nouveaux compétiteurs ou de catastrophes locales. Mais malgré ces pertes, la tendance générale a été à l'augmentation du nombre d'espèces, à la complexification des réseaux écologiques et à l'appropriation de nouveaux territoires géographiques. Les faunes terrestres, aquatiques et aériennes montrent à chaque période du Cénozoïque une adaptation continue. Dès qu'un événement majeur perturbe l'équilibre, comme une glaciation ou une sécheresse prolongée, ce sont de nouvelles lignées de mammifères qui en profitent pour essayer, inventer, coloniser. Ainsi, en l'espace de quelques dizaines de millions d'années, l'explosion évolutive des mammifères a changé la face de la planète. Leur conquête ininterrompue de tous les milieux exploitables, leur capacité à inventer des formes, des régimes alimentaires et des modes de vie a permis de poser les bases de la diversité animale actuelle.
Même si cette histoire s'est écrite dans un monde sans cesse remodelé par les volcans, les dérives des continents, les variations du climat et la montée puis la chute d'autres groupes, les mammifères sont restés au premier plan. Ce succès adaptatif est visible dans les milliards d'individus qui parcourent aujourd'hui la Terre, mais son origine reste bien ancrée dans ce moment unique d'invention permanente où tout était à rafler, où chaque mutation pouvait ouvrir la voie à une nouvelle aventure sur la planète. Dans cette dynamique où les mammifères occupaient tous les espaces disponibles, ce n'était pas seulement la diversité qui a frappé les scientifiques, mais aussi l'apparition de véritables géants, une mégafaune impressionnante dont les vestiges marquent encore aujourd'hui l'imaginaire collectif et les découvertes paléontologiques. Il n'a pas fallu longtemps, à l'échelle géologique, pour voir surgir des espèces qui n'avaient rien à envier aux dinosaures disparus en termes de taille ou d'adaptation extrême. En remontant les archives du Cénozoïque, on tombe vite sur des créatures hors normes, adaptées à des environnements parfois rudes et capables de rivaliser avec n'importe quelle bête du passé. Le plus célèbre et l'un des plus étudiés est sans doute le mammouth laineux. Cet animal symbolise à lui seul l'image de la préhistoire européenne et asiatique. Le mammouth laineux est apparu il y a à peu près 4 millions d'années, mais il a véritablement prospéré pendant les périodes glaciaires du Pléistocène, il y a entre 2 millions et 10 000 ans environ. Contrairement à l'idée qu'on peut avoir d'un éléphant seulement couvert de poils, le mammouth était équipé d'une panoplie spéciale pour survivre aux hivers les plus rudes. Une toison très dense, faite de longs poils protecteurs et de bourres isolantes, une couche de graisse épaisse sous la peau, des oreilles petites pour limiter la perte de chaleur et des défenses extraordinaires pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres en courbe. Ces défenses n'étaient pas seulement des armes, mais servaient aussi à dégager la neige pour atteindre les herbes ensevelies. Les fossiles de mammouths ont été retrouvés en grand nombre dans la toundra sibérienne, en Europe du Nord, en Amérique du Nord, parfois même avec des tissus mous préservés dans le pergélisol. Cela permet d'en savoir beaucoup sur leur mode de vie, leur alimentation composée surtout de graminées, leur migration sur de longues distances et les menaces auxquelles ils faisaient face, notamment le changement climatique, le stress alimentaire ou la chasse humaine à la toute fin de leur histoire. Le mammouth n'était que l'un des membres de cette mégafaune. Dans les Amériques, c'est le mastodonte qui dominait certains environnements. Parfois confondu avec le mammouth, le mastodonte n'était pourtant pas tout à fait pareil. Il avait un crâne plus bas, des molaires conçus pour broyer des feuilles et des branches plutôt que des herbes dures, et une silhouette plus trapue. Les mastodontes ont évolué il y a environ 34 millions d'années pour s'adapter aux forêts denses d'Amérique, affichant eux aussi des tailles impressionnantes, avec certains individus pesant jusqu'à 6 tonnes. Leur parcours a été interrompu brutalement à la fin du Pléistocène, avec une extinction qui coïncide à la fois avec l'arrivée de l'homme moderne sur le continent et un réchauffement global rapide. Le débat demeure sur la part respective des deux dans leur disparition. Une autre figure étonnante de cette mégafaune est le mégathérium, un paresseux géant de l'Amérique du Sud. Il pouvait dépasser 6 mètres de long debout et peser plus de 4 tonnes. Contrairement aux petits paresseux arboricoles actuels, le mégathérium était terrestre et avait des griffes monstrueuses utilisées peut-être pour se défendre, creuser ou s'agripper aux branches épaisses pour se nourrir de feuilles haut perchées. Les recherches sur les os de ces géants suggèrent qu'ils étaient capables de se redresser sur leurs pattes arrière pour atteindre la nourriture, plus à la manière d'un ours que d'un paresseux contemporain. Le milieu de vie du mégathérium variait des savanes ouvertes aux forêts plus fermées, et sa disparition, tout comme celle des mastodontes, s'est produite assez brusquement il y a environ 10 000 ans. L'Asie et l'Eurasie n'étaient pas en reste en matière de titans. Le Paraceratherium, parfois appelé baluchithère, est souvent classé comme le plus grand mammifère terrestre ayant jamais existé. Cet ancêtre géant du rhinocéros, sans cornes, possédait un corps pouvant atteindre 8 mètres de long et une hauteur de 5 mètres au garrot. Les estimations de sa masse suggèrent un poids de 10 à 15 tonnes pour les plus grands spécimens. Son cou allongé et ses longues pattes fines lui permettaient de brouter la cime des arbres dans des paysages de forêts ouvertes et de savanes. Le Paraceratherium vivait il y a environ 30 millions d'années, pendant l'Oligocène, et ses fossiles ont été retrouvés de la mer Noire à la Chine. Ce colosse n'était pas vraiment menacé par les prédateurs, mais les changements de climat, l'assèchement des forêts et la concurrence pour la nourriture ont probablement contribué à son extinction. Dans la même veine de géants, l'histoire du Cénozoïque abonde d'autres créatures tout aussi surprenantes. En Australie, on découvre le Diprotodon, une sorte de wombat géant qui dépassait parfois les 2 mètres et pouvait peser près de 3 tonnes.
En Amérique du Sud, le toxodon avait une silhouette robuste, presque hippopotamienne, un museau massif adapté à l'herbe dure et une constitution apte à supporter les périodes de sécheresse. Sur les continents boréaux, le rhinocéros laineux, cousin du mammouth, a évolué pour résister aux froids intenses, avec lui aussi une fourrure épaisse et une corne frontale puissante pour fouiller la neige et se défendre des prédateurs. Le rhinocéros laineux mesurait plus de 3 mètres de long et affichait un poids moyen de 2,5 tonnes, dominant la toundra glaciale avec force et résilience. Bien que ces animaux paraissent aujourd'hui incroyables, leur biologie était le reflet direct des environnements, souvent extrêmes de leur époque, marqués par les cycles de glaciation, l'expansion des savanes et les brusques mutations du paysage végétal. Les Titanotheres, par exemple, représentent une lignée éteinte de mammifères qui ressemblaient à de grands rhinocéros, mais avec des excroissances osseuses parfois en forme de hygueilles sur la tête. Présents principalement en Amérique du Nord et en Eurasie au début du Cénozoïque, ils pouvaient atteindre une hauteur de 2 mètres et peser près de 3 tonnes. Ce groupe s'est éteint à l'Éocène supérieur, peut-être à cause du refroidissement climatique et de la compétition croissante, avec d'autres herbivores mieux adaptés à la nouvelle flore. Les prédateurs dans cet ensemble n'étaient pas en reste. L'un des plus fameux, le smilodon, aussi connu sous le nom de tigre à dents de sabre, a parcouru l'Amérique avec ses crocs proéminents capables de s'enfoncer profondément dans la gorge des proies. Bien qu'il soit de taille comparable à celle d'un lion moderne, son ossature robuste, ses pattes avant puissantes et ses crocs pouvaient atteindre près de 25 cm. Le smilodon traquait des animaux parfois plus grands que lui, n'hésitant pas à s'attaquer à des mammouths jeunes ou blessés, des bisons ou d'autres grands herbivores. Les restes retrouvés dans les pièges naturels de La Brea à Los Angeles suggèrent qu'ils vivaient, au moins en partie, en groupes sociaux et pouvaient ainsi abattre des proies imposantes. D'autres chasseurs ont laissé leur marque dans la mégafaune du Cénozoïque. Les amphicyonidés, des chiens-ours, étaient des prédateurs tout aussi redoutables. Leurs fossiles témoignent d'animaux pouvant peser jusqu'à 500 kg, puissants, robustes et adaptés aussi bien à la course qu'à l'embuscade. Ils n'appartenaient ni au groupe des chiens ni à celui des ours au sens moderne, mais représentaient une convergence évolutive d'aptitudes pour la prédation de grands vertébrés. Dans certaines régions, ces carnivores ont régné avant l'arrivée des grands félins, occupant le sommet de la chaîne alimentaire. On ne peut pas évoquer la mégafaune sans parler des oiseaux géants du Cénozoïque. Dans certaines îles et sur le continent sud-américain, les oiseaux terreurs du groupe des Phorus racidés faisaient régner leur loi. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut, avec un bec redoutable capable de briser des os, et chassaient probablement aussi bien les petits mammifères que d'autres oiseaux ou reptiles. Leur course rapide et leur puissance faisaient d'eux les prédateurs dominants en l'absence de grands mammifères carnivores. Ces oiseaux ont disparu eux aussi, concurrencés par l'arrivée croissante des grands félins et des canidés venus du nord, et probablement aussi à cause des changements climatiques et de l'évolution du couvert végétal. L'émergence de cette mégafaune tire ses origines de plusieurs facteurs. Les cycles de glaciation et de réchauffement ont favorisé, à certains moments, la disponibilité de ressources végétales abondantes, ce qui a permis à de grands herbivores de se développer. Les terres émergées, souvent vastes et reliées par des ponts continentaux aujourd'hui disparus, ont facilité la circulation des espèces et la compétition entre différents groupes d'herbivores et de carnivores. La richesse écologique de ces milieux ouverts, alternant savanes, toundra, forêts claires et zones humides, a donc été un puissant moteur d'évolution. Mais la taille imposante de ces géants du Cénozoïque n'avait pas que des avantages. Être grand permet de mieux résister au froid, d'éviter certains prédateurs, de migrer sur de longues distances pour suivre la végétation selon les saisons. En contrepartie, cela signifie aussi avoir besoin d'une quantité impressionnante de nourriture, être vulnérable à la sécheresse ou à la raréfaction soudaine des ressources. Lorsqu'on observe la disparition soudaine de beaucoup de ces animaux entre 15 000 et 10 000 ans avant aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que la rapidité des changements environnementaux, combinée à la pression humaine croissante, a rendu difficile la survie des plus imposants. La succession rapide d'épisodes de refroidissement, de sécheresse ou de chaleur, associés à la fragmentation de l'habitat naturel, a mis à rude épreuve ces espèces à reproduction lente et au rythme de vie peu flexible. La mégafaune du Cénozoïque n'était pas seulement impressionnante par la taille. Beaucoup de ces géants développaient également des adaptations comportementales et physiologiques spectaculaires.
Certains animaux migraient en vastes troupeaux à travers les continents. Les mammouths, par exemple, parcouraient plusieurs centaines de kilomètres chaque année, guidés probablement par l'alternance des saisons et la recherche de pâturages frais. Le rhinocéros laineux et d'autres herbivores de la toundra formaient eux aussi de grands groupes, ce qui permettait à la population de mieux résister aux attaques de prédateurs ou aux hivers rigoureux. Ce mode de vie grégaire avait pour conséquence le piétinement important du sol, ce qui favorisait la dispersion des plantes et modifiait davantage le paysage. Les carnivores, de leur côté, s'adaptaient continuellement aux groupes de proies et développaient des stratégies de chasse opportunistes, individuelles ou collectives. On ne peut pas non plus ignorer la diversité des habitats occupés. Certains géants fréquentèrent les savanes et les prairies, d'autres se spécialisaient dans la forêt claire ou les marais. Les paresseux terrestres, mastodontes et toxodons ont évolué dans des écosystèmes riches en feuilles et en branches, alors que le mammouth laineux ou le rhinocéros laineux étaient parfaitement adaptés aux herbes courtes et pauvres de la steppe froide. La variabilité de la dentition et du système digestif chez ces animaux témoigne d'une répartition écologique très fine. Avec leur disparition, on mesure l'impact qu'ils ont eu sur l'écosystème. Les grands herbivores régulaient la structure de la végétation, affectaient le cycle des nutriments dans le sol, modifiaient la répartition de l'eau en creusant ou en piétinant le paysage. Les carnivores régulaient à leur tour ces populations, évitant la surconsommation du couvert végétal. Les oiseaux charognards, d'autres mammifères opportunistes, prospéraient grâce aux cadavres laissés par ces titans. Lorsqu'ils se sont éteints, la dynamique de beaucoup d'écosystèmes terrestres a changé, ouvrant la voie à l'expansion de plantes ligneuses, à un retour temporaire de certaines forêts ou à la prédominance de mammifères plus petits et plus rapides. On possède aujourd'hui d'innombrables indices sur ces animaux, les sites fossilifères, les peintures rupestres ou encore les découvertes récentes dans les sols gelés de Sibérie, d'Alaska ou de Patagonie offrent une fenêtre unique sur ce passé. La génétique moderne permet parfois d'extraire et d'analyser l'ADN de tissus vieux de plusieurs milliers d'années, donnant des indications sur les liens de parenté, les maladies ou encore les migrations de ces animaux. L'étude de leurs excréments fossiles ou de la composition chimique des dents raconte leur alimentation et leur environnement. Toutes ces données, une fois assemblées, donnent une image de la vie quotidienne de ces géants, beaucoup moins statique qu'on pourrait le penser. Ce qui frappe quand on raconte l'histoire des titans du Cénozoïque, c'est à quel point ces animaux étaient le résultat d'une longue sélection naturelle, adaptée à une époque de contraste extrême. Ils témoignent de la capacité des mammifères à exploiter chaque opportunité fournie par les cycles climatiques, à inventer des formes de vie inédites et à influencer leur environnement sur des millions de kilomètres carrés. Leur existence, aussi brève soit-elle à l'échelle de la planète, a laissé une trace profonde dans la mémoire géologique. Même si la majeure partie de cette faune a disparu depuis environ 10 000 ans, leur héritage se voit encore aujourd'hui dans le sol, dans la forme des paysages et chez leurs lointains descendants, comme les éléphants, les rhinocéros ou les hippopotames, qui témoignent à leur manière de se passer peuplés de géants. Quand on observe le passé de la Terre en pensant à tous ces géants qui la peuplaient, il faut aussi imaginer à quel point leur vie dépendait des changements de climat et des oscillations de température. Car l'une des grandes histoires du Cénozoïque, celle qu'on retrouve inscrite dans les sols, dans la glace et dans l'organisation des paysages actuels, c'est la succession des ères glaciaires. Il ne s'agit pas de simples hivers froids ou de quelques longues saisons, mais bien de cycles de gel et de réchauffement qui ont bouleversé la planète pendant des millions d'années, faisant et défaisant sans cesse les règles du vivant. Dans ce contexte, il faut savoir que le Cénozoïque commence avec un climat relativement chaud, même trop chaud par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Les pôles ne sont pas recouverts par des glaces permanentes et la végétation envahit quasiment tout le globe. Mais à partir de 50 millions d'années avant aujourd'hui, on observe un renversement progressif. La température globale amorce une baisse longue et irrégulière. Ce refroidissement ne s'est pas fait tout d'un coup, ni toujours pour les mêmes raisons. Il y a eu des périodes entrecoupées de redoux, des phases de stabilisation, mais la tendance générale était claire. La Terre se préparait à entrer dans une série de cycles dits glaciaires et interglaciaires. Le phénomène a atteint son apogée pendant une période qu'on appelle le Pléistocène, qui s'étend de 2 600 000 à environ 10 000 ans en arrière. Pendant cette longue tranche de temps, le climat n'a cessé de basculer d'une phase froide, où d'énormes calottes glaciaires recouvraient jusqu'à 30% de la surface terrestre actuelle, à des phases plus tempérées, où la glace se retirait, laissant la place à des forêts, des prairies ou des marécages. Une ère glaciaire n'est donc pas une vague de froid passagère, c'est une véritable transformation globale du climat.
Imaginez des glaciers de 3 km d'épaisseur qui descendent jusqu'au centre de l'Europe ou recouvrent le nord de l'Amérique, rendant la vie quasi impossible sur de grandes surfaces. Les indices de ces anciennes glaciations se voient encore aujourd'hui en Scandinavie, au Canada, en Russie, avec d'immenses blocs erratiques déplacés par les glaciers, des moraines, des lacs formés lors du retrait des glaces. Les géologues peuvent lire dans la succession des couches du sol toutes ces avancées et reculs des glaces, chacune associée à des ruptures dans la faune et la flore. Le rythme de ces cycles était en grande partie dicté par de grandes variations dans l'orbite et l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Cela modifie la quantité de lumière reçue selon la saison et la région. Durant certains moments, les hivers deviennent plus froids, les étés plus doux, ce qui favorise l'accumulation de la neige et la formation des Inland Seas, ces continents de glace. D'autres facteurs entrent en jeu comme les concentrations de gaz à effet de serre, la circulation océanique, la disposition des continents, chacun jouant un rôle clé à l'échelle globale. Ces phénomènes astronomiques et géophysiques créent un effet en chaîne, où chaque épisode de glaciation remet à zéro les conditions de vie pour les animaux et les plantes. Lorsqu'une glaciation s'installe, les conséquences sont brutales et radicales. Les régions polaires s'étendent, la surface habitable rétrécit, forçant les espèces animales et végétales à migrer vers le sud ou à se concentrer dans des refuges climatiques. Là où régnait une forêt ou une steppe humide, on trouve soudain un désert de toundra, des vents puissants, une couverture neigeuse quasi permanente. Les températures descendent de 10 à 15 degrés en dessous des moyennes actuelles. Sur certains plateaux, il fait froid tout au long de l'année et la biodiversité s'effondre. Près du front des glaciers, les conditions restent difficiles, mais un peu plus clémentes. Des herbes spéciales, des mousses, des plantes basses s'installent, ouvrant la voie aux grands troupeaux d'herbivores, adaptés au grand froid. Du côté des océans, les glaciations provoquent une baisse du niveau de la mer, allant parfois jusqu'à 120 mètres. Cela expose à nu d'immenses surfaces de terre qui servent de ponts naturels entre les continents. C'est par ces ponts, par exemple entre la Sibérie et l'Amérique via la Béringie, que des animaux migrent et colonisent de nouveaux territoires. Les littoraux se déplacent, formant de nouvelles baies et des dépressions qui deviendront des lacs ou des marécages à la fonte des glaciers. Les courants marins sont aussi beaucoup plus puissants. L'eau froide circule en profondeur, favorise l'oxygénation des océans, redistribue les nutriments, ce qui modifie la vie marine en profondeur. Tous ces changements transforment littéralement la carte du monde. Là où l'on trouvait jadis une forêt, la glace installe un désert minéral. Les fleuves changent de cours du fait des blocs de glace qui s'amoncellent ou qui fondent rapidement à la faveur d'un redout. Les paysages de vallées en nu, typiques des Alpes, des Rocheuses ou des Andes, sont sculptés par la progression puis le recul des glaciers. Les sédiments transportés sont déposés parfois à des centaines de kilomètres de leur origine. C'est aussi à cette époque que se forment des fjords, des lacs glaciaires comme le lac Baïkal, les grands lacs d'Amérique du Nord, ou des grottes creusées dans la roche par la poussée et le frottement de la glace. Pour toute la faune, ces cycles de gel représentent un défi immense. Les espèces qui survivent sont celles qui développent des stratégies d'adaptation efficaces. Par exemple, beaucoup d'animaux du Pléistocène arborent un pelage épais, une couche de graisse sous la peau, voire la capacité d'hiberner pendant les périodes les plus dures. Le rhinocéros laineux a une fourrure bien plus dense que ses cousins actuels et une corne frontale impressionnante pour fouiller la neige à la recherche de rares pousses. Le bison des steppes, ancêtre du bison moderne, vit en vastes troupeaux et migre perpétuellement à la recherche de pâturages dégelés. Les carnivores, comme le smilodon ou les loups des cavernes, chassent des proies affaiblies par les privations de l'hiver ou profitent des cadavres laissés par le froid. Toute la chaîne alimentaire se restructure autour de la rareté et de l'endurance plutôt que de l'abondance. Quand les glaciers commencent à fondre lors d'une période interglaciaire, la donne change à nouveau. Les écosystèmes se déplacent, d'abord des mousses et des herbes rases, puis des arbustes, puis des forêts de conifères ou de feuillus qui recolonisent les terres libérées par la glace. Les animaux qui avaient trouvé refuge dans le sud voient leur territoire s'agrandir et remontent vers le nord, repeuplant au passage d'anciennes steppes, toundra ou forêts redessinées. De nouvelles espèces apparaissent, issues souvent de migrations lointaines ou d'évolutions accélérées dans les refuges isolés. La diversité animale et végétale connaît des pics, puis souvent une nouvelle chute lors du cycle suivant. On retrouve ce rythme comme des battements du vivant inscrits à la fois dans les pollens fossiles du fond des lacs, dans les cochons d'Inde d'Amérique du Sud, dans les mammifères nord-africains et jusque dans le code génétique de nombreux animaux contemporains. L'ère cénozoïque a connu plusieurs dizaines de ces cycles majeurs, chacun d'eux durant plusieurs milliers à plus de 100 000 ans.
l'existence d'un cycle de glaciation est attestée par plusieurs outils scientifiques. Analyse des cernes des arbres fossiles, bulles d'air emprisonnées dans les glaces, isotopes de l'oxygène dans les coquilles marines, sédiments déposés par les glaciers. Grâce à ces méthodes, on sait aujourd'hui dater avec précision chaque phase froide ou chaque redout. Certaines de ces glaciations, comme le maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, surpassent tout ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Plus d'un tiers de l'Amérique du Nord était sous la glace, ainsi qu'une grande partie de l'Europe et une extension importante dans l'hémisphère sud. Ce contexte de froid intense, bien que contraignant, a aussi été un formidable moteur d'évolution. Les espèces qui survivent à une glaciation sortent souvent plus robustes et mieux adaptées à la diversité des milieux. Les périodes les plus dures réservent des zones refuges, là où la vie subsiste à l'abri des conditions extrêmes. Plus tard, ces refuges deviennent les points de départ d'une recolonisation rapide, source de nouvelles espèces et de brassage génétique. Ce phénomène explique en partie pourquoi la biodiversité du Cénozoïque est si riche et variée quand la glace se retire. Chaque cycle ajoute sa couche d'innovation et de sélection naturelle. Un des aspects les plus fascinants de ce processus concerne le rôle de la glaciation dans les dispersions animales et végétales. Parce que les ponts continentaux étaient davantage apparents qu'aujourd'hui, on voit des échanges inédits. Les chevaux, les bisons, les lions et d'autres encore passent d'un continent à l'autre. Certains groupes prospèrent, d'autres disparaissent. D'autres enfin deviennent totalement nouveaux à la faveur d'une mutation survenue dans une population isolée par la glace. Cet effet d'isolement suivi de contact explique qu'on retrouve par exemple des mammouths nains sur certaines îles, des chevaux adaptés au froid extrême en Eurasie ou des camélidés en Amérique du Sud, alors même que le groupe a des origines nord-américaines. Les fossiles racontent ce grand brassage, car chaque cycle climatique a sa propre faune, sa propre distribution. Sur le plan géographique, la répétition des glaciations a profondément modifié le profil des continents. Les rivières et les fleuves, issus de la fonte des glaciers, ont sculpté les plaines, créé des deltas, agrandi ou comblé d'anciens lacs. La couverture de glace a repoussé ou rasé des massifs entiers en aplanissant les reliefs. On retrouve ainsi d'anciennes vallées glaciaires dans les massifs alpins, les fjords de Norvège ou les montagnes rocheuses. Les plages de sable et les dunes côtières des littoraux d'Europe du Nord doivent elles aussi leur origine aux sédiments transportés par les rivières glaciaires. Chaque stratification du sol, chaque dépôt d'argile ou de gravier vient témoigner du passage d'un inlandsi ou de la crue spectaculaire d'une rivière issue de la fonte printanière. L'effet des cycles de glaciation ne s'arrête pas à la géographie. Il influence aussi directement la vie quotidienne des animaux et des hommes. Par leur rythme récurrent, ces cycles travaillent la diversité. Ils poussent les espèces à migrer, à diminuer ou augmenter leur population, à changer de régime alimentaire, à se disputer de nouveaux territoires. Les traces de ces mouvements s'inscrivent dans l'ADN et on retrouve chez les mammifères actuels des caractéristiques liées à ces adaptations. Chez de nombreuses espèces, la morphologie, le comportement, la couleur du pelage, voire la physiologie, sont le fruit de cette alternance entre périodes de froid glaciaire et de redoux interglaciaires. Certaines espèces, comme les ours polaires, les renards arctiques ou encore le lagopède, n'auraient tout simplement pas pu exister sans la pression sélective imposée par ces cycles. À l'échelle de l'écosystème, ces cycles ont abouti à la création de paysages mosaïques, faits de zones plus ou moins ouvertes, refuges, corridors, steppes, toundras, forêts mixtes, qui changent de dimension à chaque cycle. Dans ces mosaïques, la compétition s'accélère lors des phases de reconquête, la prédation change de cible, la végétation alterne entre arbres, arbustes et tapis herbacés selon la vitesse du réchauffement. Certains spécialistes considèrent même que la richesse des zones tempérées en Europe ou en Amérique du Nord, la diversité d'oiseaux, de micro-mammifères ou d'insectes doivent largement leur existence à cette histoire mouvementée où chaque organisme a dû, parfois à plusieurs reprises, franchir des barrières naturelles, s'adapter à des habitats nouveaux, coexister avec des concurrents venus d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que l'enchaînement des glaciations a bouleversé et modelé la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Les chaînes de montagnes regorgent de témoins fossiles, les plaines sont tapissées de sédiments accumulés depuis des dizaines de milliers d'années, les lacs anciens se transforment en tourbières. La distribution actuelle des espèces, la forme des paysages, l'histoire des migrations animales, tout s'explique à la lumière de ce passé fait d'avancées et de recul des glaces.
Même l'apparition de l'homme moderne et la structure de ces sociétés portent l'empreinte de ces cycles anciens, car les ressources, les routes, le gibier, la couverture végétale, tout dépendait à long terme du rythme de la grande machine climatique cénozoïque. À travers l'étude des gisements de fossiles, des couches de glace du Groenland ou de l'Antarctique, de la forme des vallées alpines ou du profil des côtes, les chercheurs continuent aujourd'hui à reconstituer avec toujours plus de précision le puzzle complexe des glaciations cénozoïques. Chaque découverte raconte une histoire de survie, d'invention, d'échec ou de renaissance. C'est à l'échelle de ces cycles que s'explique la force incroyable de la vie, capable de revenir et d'explorer de nouveaux mondes à chaque fois que la planète sort d'un hiver de plusieurs milliers d'années. En prenant conscience de l'impact massif des cycles glaciaires sur la vie terrestre, il devient tout aussi fascinant de se tourner vers l'autre grande scène de l'évolution, les océans. Durant le Cénozoïque, alors que les continents et les climats changeaient sans cesse, certains groupes de mammifères ont profité de ce vaste monde marin en pleine mutation pour s'y aventurer, s'y installer puis s'y diversifier de façon extraordinaire. Cette reconquête des mers par des animaux qui étaient à l'origine exclusivement terrestres, c'est vraiment l'un des récits scientifiques les plus frappants de cette époque. Quand on parle aujourd'hui de baleines ou de dauphins, on oublie souvent que leur histoire commence à terre et que la transformation, anatomique comme comportementale, pour s'adapter à la vie aquatique est absolument spectaculaire et documentée étape par étape dans les archives fossiles. Pour comprendre l'ampleur de ce retour à l'eau, il faut remonter à environ 50 millions d'années. À cette période, la Terre est marquée par un climat encore assez chaud, même après l'extinction des dinosaures et les premiers épisodes de refroidissement. Dans les régions de ce qui est aujourd'hui le sous-continent indien, le nord de l'Afrique et le Proche-Orient, vivaient de petits mammifères carnivores proches des ancêtres des hippopotames ou des cochons actuels. Parmi eux, certains groupes vont peu à peu fréquenter les zones lagunaires, les estuaires puis les milieux marins. On a retrouvé des fossiles tels qu'Andoius et Pachycetus. Ces animaux ressemblaient plus à de petits prédateurs terrestres, mais certains détails de leur anatomie du crâne, de l'oreille interne et des dents témoignent déjà d'une capacité à entendre sous l'eau et d'un mode de vie amphibie. Quelques millions d'années plus tard, Ambulocetus, surnommé la baleine qui marche, présente des membres robustes qui lui permettent de nager comme une loutre tout en marchant encore à terre. L'évolution va alors accélérer cette transition. Les membres postérieurs se rétrécissent, les narines migrent vers le sommet du crâne, la queue devient plus puissante et surtout, le corps se profile pour la nage. Driftant vers une vie de plus en plus marine, ces animaux perdent définitivement leur lien avec la terre ferme vers 40 millions d'années avant aujourd'hui. Le résultat de ces transformations remarquables se voit nettement chez les archéocètes, des baleines primitives retrouvées en masse dans certains gisements d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, comme la fameuse vallée des baleines en Égypte. Les squelettes fossiles montrent une énorme variabilité. Certains gardent encore de petits membres postérieurs, certes inutilisables mais présents, tandis que d'autres présentent déjà le type de corps allongés, complètement hydrodynamiques, des cétacés actuels. Progressivement, plusieurs lignées vont alors se différencier. D'un côté, on a les odontocètes, dotés de dents et capables d'utiliser l'écholocation. Ce groupe donnera naissance aux dauphins, aux orques, aux cachalots. De l'autre côté, les mysticètes évoluent vers l'alimentation par filtration grâce aux fanons. C'est le chemin qui mènera plus tard aux rorquals et aux baleines bleues. En parlant de la baleine bleue, il faut imaginer la taille absolument ahurissante que ce mammifère a fini par atteindre. Son apparition sur la planète date de moins de 8 millions d'années et elle incarne le sommet de l'évolution des mammifères, une longueur pouvant dépasser 30 mètres et un poids approchant les 200 tonnes. Elle vit pratiquement dans tous les océans, se déplace sur des milliers de kilomètres pour la reproduction ou la nourriture et se nourrit principalement de krill, de minuscules crevettes. On estime qu'une seule baleine bleue adulte peut filtrer 4 tonnes de krill en une journée. Ce mode d'alimentation par filtration implique un appareil buccal et pharyngé gigantesque où les fanons, de grandes lames cornées, remplacent complètement les dents et servent à retenir la nourriture tout en évacuant l'eau. Cette adaptation leur assure une efficacité alimentaire inégalée parmi tous les vertébrés connus. Du côté des dauphins et des orques, on observe une évolution différenciée.
Ces cétacés dits à dents, ou odontocètes, ont développé des techniques uniques de chasse et de communication. Leur cerveau volumineux et leur organisation sociale complexe font d'eux des animaux hautement intelligents. L'écholocation, c'est-à-dire l'émission de sons pour repérer des échos renvoyés par les proies ou les obstacles, trouve ses racines au Cénozoïque. Grâce à des sacs aériens et à un melon, sorte de front bombé composé de tissus adipeux, les dauphins et les orques peuvent localiser poissons, calamars et même obstacles à des dizaines de mètres. Certains dauphins vivant en rivière, comme le dauphin de l'Amazone, démontrent par leur morphologie, museau allongé, capacité à plier la nageoire dorsale, une adaptation encore plus poussée à des environnements spécifiques, loin du grand large. L'adaptation à la vie aquatique a nécessité de nombreux changements internes. Les narines fusionnent pour devenir un évent situé à l'arrière du crâne, ce qui permet à ces animaux de respirer sans devoir émerger complètement. Les organes sensoriels se modifient. Chez la plupart des cétacés, la vision sous l'eau s'ajuste à la baisse de luminosité et aux propriétés réfractrices de l'eau, tandis que l'ouïe s'aiguise pour la détection des sons graves sur de longues distances. Le poumon se dote de capacités spéciales. Lorsque le cétacé plonge, ses alvéoles pulmonaires se collapsent partiellement pour éviter toute embolie liée à la pression et le corps accumule l'oxygène dans le sang et les muscles par les myoglobines. Ainsi, une baleine peut plonger 30 minutes sans remonter à la surface. Ce perfectionnement physiologique se double d'autres adaptations. Absence de poils, épaisse couche de graisse pour l'isolation thermique, nageoire pectorale souple et absence totale de membres postérieurs externes. Si les cétacés sont sans doute les champions de cette reconquête marine, ils ne sont pas seuls. Un autre groupe, celui des Siréniens, a également réinvesti les eaux chaudes et calmes. C'est là qu'on retrouve les lamantins et les dugongs. Contrairement aux baleines, ces mammifères sont exclusivement herbivores. Ils broutent les herbiers marins en eau peu profonde, se déplacent lentement et n'ont quasiment aucun prédateur naturel adulte. Les Siréniens présentent eux aussi un corps allongé, des membres modifiés en palette natatoire et une queue plate, mais leur mode de vie impose certaines particularités, comme un système digestif adapté à la digestion de plantes aquatiques parfois coriaces. On sait, par l'étude des fossiles, que leur diversité était autrefois bien plus grande. Des siréniens géants peuplaient les mers de l'ancien monde tropical, certains approchant les 10 mètres et plusieurs tonnes. L'étude de ces reconquêtes marines est fascinante parce qu'elle montre, très en détail, toutes les étapes transitionnelles. Les paléontologues accumulent depuis plus d'un siècle des fossiles présentant des combinaisons de caractères terrestres et marins. On observe par exemple des cétacés du début cénozoïque dotés de hanches rudimentaires, vestiges de leurs ancêtres terrestres. Chez certains genres comme Maiacetus, on trouve que les femelles donnaient naissance en position couchée sur la terre ferme, un héritage clair de leurs origines. Progressivement, la mise bas évoluera pour se dérouler entièrement dans l'eau une fois toutes les contraintes physiologiques et anatomiques maîtrisées. Au fil des millions d'années, cette adaptation totale au milieu marin offre un avantage marqué. L'océan, vaste et productif, peut nourrir des populations énormes là où la Terre devient de plus en plus restreinte par la compétition des nouveaux mammifères et la succession des glaciations. En période de retrait glaciaire, des bras de mer s'ouvrent, créant de nouveaux espaces de migration et de reproduction pour les mammifères marins. Quand les calottes fondent et que le niveau des mers remonte, les populations trouvent de nouveaux territoires côtiers. Même dans les phases de froid extrême, certaines espèces, comme les narvals, les belugas ou les morses, réussissent à s'adapter à la glace permanente et à l'eau près du point de congélation. Un aspect souvent moins connu, mais tout aussi important, est l'impact considérable qu'ont les mammifères marins sur la dynamique des écosystèmes océaniques. Les baleines, par exemple, en migrant et en se nourrissant sur de longues distances, redistribuent en permanence les nutriments par leur déjection. C'est ce que certains scientifiques appellent la pompe à baleines. Elles enrichissent la surface de l'océan en azote, phosphore, oligo-éléments, stimulant ainsi la croissance du plancton à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Leur rôle écologique est donc fondamental, et cela a probablement été le cas depuis des dizaines de millions d'années. En plus des adaptations physiques, les mammifères marins affichent une diversité de comportements. Les orques, par exemple, forment des groupes structurés avec des dialectes, des techniques de chasse transmises de génération en génération. Certes, on est loin des sociétés humaines, mais cette plasticité comportementale est parmi les plus avancées du règne animal, surtout pour la chasse collaborative, l'apprentissage, l'utilisation de sons et l'adaptation à des proies variées, allant du poisson au phoque, voire à d'autres cétacés.
Les migrations annuelles, souvent transocéaniques, exploitent habilement les variations de température, de courant et de disponibilité alimentaire. La baleine à bosse, par exemple, quitte chaque année ses eaux de reproduction tropicales pour aller se nourrir dans les régions polaires, où la productivité alimentaire explose pendant l'été. L'histoire récente des mammifères marins montre qu'ils n'ont pas été à l'abri des changements de climat ou des pressions biologiques. On a identifié plusieurs extinctions partielles ou totales de lignées anciennes à divers moments du Cénozoïque, souvent en relation directe avec la disparition de certaines sources alimentaires, des modifications de température ou même un changement dans la configuration des continents et des mers. Quand l'isthme de Panama s'est formé, par exemple, il y a environ 3 millions d'années, il a séparé les eaux de l'Atlantique et du Pacifique, bouleversant le climat mondial, mais aussi la migration de nombreuses espèces marines, mammifères compris. À côté des baleines et des siréniens, il existe d'autres mammifères marins qui sont issus d'ancêtres terrestres spécialisés. Ce sont les pinnipèdes, phoques, otaries, morses sont apparus il y a une trentaine de millions d'années et partagent une double vie. Sur Terre pour la reproduction et le repos, en mer pour la chasse. Leur adaptation est différente de celle des cétacés, membres transformés en palettes, capacité de se déplacer sur la Terre plus ou moins efficace selon le groupe, texture de pelage variée selon la température du milieu. Les morses, caractérisés par leurs impressionnantes défenses, exploitent les banquises de l'Arctique, tandis que les otaries chassent dans les eaux riches en poissons du Pacifique. Ces animaux jouent un rôle clé comme super prédateurs dans leurs écosystèmes et agissent aussi comme proie pour les grands requins ou les orques. L'interaction entre les mammifères marins et les autres composants de la vie océanique a généré au Cénozoïque une complexité trophique qu'on retrouve peu sur terre ferme. La chaîne alimentaire en mer peut changer totalement selon la présence ou l'absence des grands cétacés, des phoques ou des dugongs. Leur disparition, temporaire ou définitive, modifie l'équilibre de tout l'écosystème marin. L'homme, bien plus tard, a d'ailleurs constaté qu'après une diminution massive des baleines due à la chasse industrielle, certaines populations de poissons ou de krill avaient chuté de façon inattendue, preuve du rôle central de ces géants marins même à notre époque. Ce tableau de la conquête marine par les mammifères est encore enrichi par les découvertes actuelles en génétique, en paléontologie et en éthologie. L'analyse de l'ADN montre l'origine unique des cétacés à partir de petits mammifères terrestres, puis une divergence rapide de lignées spécialisées. On retrouve parfois des traces de gènes inutilisés, vestiges de pattes disparues ou de sens olfactifs devenus secondaires face à l'importance accrue de l'audition sous-marine. Chez le lamantin, la structure osseuse montre l'évolution de la main vers une pagaie, alors que chez le dauphin, la mandibule et l'oreille interne révèlent une adaptation unique pour entendre les sons graves et les vibrations de l'eau. En définitive, la reconquête des océans par les mammifères pendant le Cénozoïque n'est pas seulement une aventure de taille, mais un ensemble de transformations profondes où chaque détail anatomique et comportemental reflète des millions d'années de sélection naturelle. Aujourd'hui encore, la baleine bleue, les dauphins, les orques, les lamantins, les phoques témoignent, par leur diversité, de cette fantastique expansion commencée il y a plus de 40 millions d'années. Ils sont la preuve vivante de la capacité des mammifères à franchir toutes les barrières, même celles qui paraissaient les plus définitives après la domination des dinosaures sur terre ferme. Mais la diversité des adaptations au cours du Cénozoïque ne s'est pas arrêtée aux animaux marins. Sur la terre ferme aussi, une transformation décisive a pris place, impliquant cette fois une interaction très profonde entre les végétaux et les mammifères herbivores. Pendant qu'une partie des mammifères se lançait à la conquête des océans, d'autres groupes restaient sur les continents et entraient dans une véritable course d'innovation avec le monde végétal. Ce dialogue constant, parfois même conflictuel, a été le moteur de changements majeurs dans l'apparence et la dynamique des paysages terrestres. Il y a environ 55 millions d'années, les forêts couvraient la majeure partie des continents. La Terre était alors dominée par des formations d'arbres à feuilles larges, dans une ambiance chaude et humide. Mais la tendance au refroidissement, déjà amorcée, provoquait sporadiquement le recul de certaines forêts, laissant derrière elles des milieux plus ouverts, comme les savanes ou les prairies. Dans ces paysages en plein bouleversement, les plantes se sont adaptées à l'herbivorie croissante de mammifères qui, eux aussi, affrontaient le défi d'exploiter une nourriture relativement pauvre en énergie, les herbes. Les graminées, ce groupe qui comprend entre autres les herbes des prairies, sont devenues l'une des innovations végétales majeures du Cénozoïque.
Leur croissance rapide, leur résistance au piétinement et au broutage, leur capacité à reconstituer les tissus endommagés et la présence de silice, un composé minéral rendant leurs tissus difficiles à mâcher, faisaient d'elles une ressource tenace, difficile pour les animaux, mais disponible à grande échelle. Face à cela, les mammifères herbivores ont dû développer des armes adaptées. Cela a commencé par une évolution des dents. Au fil des millions d'années, on voit des changements importants dans la forme des molaires, de plus en plus hautes, à surface complexe, capables de moudre de grandes quantités de végétaux abrasifs. Les chevaux en sont un bon exemple. Leurs dents, à partir de l'Oligocène, il y a plus de 30 millions d'années, montrent une usure et une forme tout à fait particulières pour résister à la silice et aux impuretés souvent présentes dans l'herbe du sol. Cette évolution ne s'est pas limitée aux dents. Le système digestif, chez les herbivores, a connu des adaptations tout aussi impressionnantes. Beaucoup de mammifères, comme les ruminants, bovins, antilopes, cerfs, ont développé un estomac compartimenté, permettant une fermentation préalable de la cellulose, principale composante des parois végétales. Cette stratégie est apparue progressivement. Les premiers ruminants d'Europe ou d'Asie, il y a environ 25 millions d'années, étaient des animaux de taille moyenne, se nourrissant de jeunes feuillages ou d'herbes tendres. Mais le perfectionnement du système de rumination a permis à leurs descendants de conquérir des régions plus arides ou des étendues couvertes d'herbes dures. On peut dire que chaque avance côté plantes provoquait une réaction du côté des mammifères, et inversement. Quand les graminées ont commencé à dominer les écosystèmes grâce au feu ou au pâturage intensif, elles ont aussi favorisé les lignées animales capables de se nourrir en continu, c'est-à-dire des espèces mobiles à croissance rapide, ayant des comportements sociaux adaptés au groupe, comme c'est le cas des chevaux sauvages, des bisons, des gnous ou de certaines familles d'antilopes. En réponse à la pression exercée par ces troupeaux, les herbes ont évolué vers des cycles de croissance synchronisés avec la saison des pluies ou le passage du bétail, exploitant la moindre ouverture pour produire graines et pousses. Certaines possèdent même des substances chimiques dissuasives ou de fines épines invisibles à l'œil nu, qui limitent les dégâts d'un broutage trop intense. Les changements apportés par cette coévolution ne se voient pas seulement à l'échelle des dents ou de l'estomac, mais aussi dans l'organisation des paysages. La modification de la structure des forêts, la fragmentation due au piétinement et au pâturage, l'apparition de grands espaces ouverts, tout cela a peu à peu redessiné la carte de la Terre. Pendant le Miocène, il y a entre 23 et 5 millions d'années, les savanes prennent de l'ampleur en Afrique et en Eurasie, suivies par des steppes tempérées dans d'autres régions du monde. Cet élargissement des milieux ouverts a eu pour résultat une accélération des processus évolutifs. Dans ces zones, les prédateurs s'adaptent à la chasse à vue, les herbivores au déplacement rapide et au comportement grégaire pour échapper aux attaques. Cela explique en partie la taille des troupeaux visibles encore aujourd'hui sur les savanes africaines ou dans les grandes plaines nord-américaines il y a quelques milliers d'années avant l'arrivée des humains modernes. Le paysage de mosaïque, alternant prairies, savanes et forêts ouvertes, est donc une construction due à ce dialogue continu entre le monde végétal et animal. Les animaux modèlent la végétation par leur broutage. Ils accélèrent la repousse des herbes, dispersent les graines via leurs excréments, créent des sols plus ou moins riches selon le type d'espèces présentes. Certains arbres, comme les acacias ou les baobabs en Afrique, montrent des adaptations typiques à la pression des mammifères herbivores. Épines dressées, écorces épaisses, feuilles produites en saison sèche ou très hautes sur la cime, là où seuls les plus grands animaux, comme les girafes ou les éléphants, peuvent les atteindre. Les éléphants illustrent bien ce rôle d'ingénieurs de l'écosystème. En cassant branches et troncs, ils transforment la forêt en savane, ouvrent des couloirs pour les migrations, entretiennent des points d'eau. Les rhinocéros remplissent des fonctions semblables dans les milieux où ils vivent. Leur manière de se nourrir en rasant le sol contribue à contrôler la croissance des herbes, mais aussi à maintenir certains milieux ouverts et à favoriser la biodiversité des petits animaux et des plantes qui dépendent de cette structure. Un exemple marquant de la dynamique entre plantes et mammifères, c'est la multiplication des espèces de chevaux et la spécialisation progressive de leurs museaux, de leurs membres et de leur manière de digérer. Les paléontologues ont découvert, dans les sols du Miocène, des fossiles de chevaux antérieurs aux espèces actuelles qui avaient encore des doigts. Ces membres multisegmentés servaient probablement à marcher sur des terrains marécageux, mais ont été progressivement remplacés par une seule phalange solide correspondant aux sabots d'aujourd'hui, parfait pour courir sur la plaine.
De même, la diversité des bovidés, des camélidés ou des antilopes coïncide avec l'expansion des prairies et des savanes. Certains mammifères ont adopté le broutage intensif, tandis que d'autres sont devenus des navigateurs des zones intermédiaires, se nourrissant aussi bien d'herbes que de feuilles et de fruits. Les tapirs, par exemple, montrent dans leur physiologie une adaptation à des environnements complexes, dents conçues pour trancher une grande variété de végétaux, système digestif polyvalent, comportement nocturne pour éviter les pics de température et la prédation. Les chameaux, eux, ont développé des capacités uniques pour exploiter une flore pauvre des déserts. Rumination lente, capacité à absorber des eaux très minéralisées, stockage de graisse dans la bosse pour résister aux longues périodes sans nourriture fraîche. Chez les rongeurs, qui représentent une immense diversité de modes alimentaires, la coévolution plantes-animaux est observable à très petite échelle incisive à croissance continue, adaptation à des graines encapuchonnées ou protégées, comportement de stockage ou de dispersion des fruits. Les écureuils, par exemple, favorisent indirectement la propagation de nombreux arbres par leur habitude d'enfouir des graines, certaines oubliées, et qui germent alors loin de la plante mère. Comme toutes ces interactions se multiplient, on assiste à une modification constante, génération après génération, des stratégies des deux côtés. Dans les régions polaires et les zones de toundra, la coévolution est tout aussi sensible. Là, les plantes se protègent contre le froid et la sécheresse par des feuilles épaisses, un port bas et une croissance groupée en coussins pour limiter la perte de chaleur. Les mammifères de ces environnements, comme le bœuf musqué, le lemming, le renne, se sont équipés à leur tour de dents particulières pour user cette herbe rase, d'intestins allongés pour absorber le maximum d'énergie et de stratégies collectives pour maximiser la survie en cas de pénurie alimentaire. Les squelettes fossiles retrouvés dans la toundra montrent que certaines adaptations sont apparues en quelques millénaires à peine, sous la pression d'un climat capricieux jumelé à une végétation spartiate. Un autre aspect de la coévolution est visible dans la dispersion des graines. De nombreuses plantes se sont adaptées à utiliser les grands mammifères comme vecteurs de colonisation. Leurs fruits ou leurs graines sont couverts de crochets ou de poils collants, se fixent à la fourrure ou aux pattes, sont avalés puis rejetés plus loin avec les excréments. Ce transport, appelé endozoochorie, permet à la flore de coloniser rapidement des milieux ouverts, tandis que l'herbivore bénéficie de ressources fraîches tout au long de son parcours. Certains arbres tropicaux ne germent même correctement qu'après passage dans le système digestif des éléphants ou des singes, signe du raffinement de ce partenariat. Cette dynamique entre herbivores et végétation a aussi des conséquences au niveau de la structuration des écosystèmes. Présence de vastes corridors de migration, alternance de patchs d'herbes et d'arbustes, zones broutées et zones intactes qui encouragent la diversité des niches écologiques pour d'autres espèces, insectes, oiseaux, prédateurs, reptiles. Les paysages modernes des savanes africaines ou des prairies américaines trouvent largement leur origine dans cette histoire commune, où chaque innovation pousse l'adaptation d'un cran plus loin, consolidant le lien qui unit animaux et plantes depuis le Paléocène et l'Éocène. Il faut aussi mentionner l'effet des catastrophes climatiques, comme les épisodes de sécheresse, les feux de forêt naturelle ou les glaciations évoquées précédemment. Chaque crise temporaire favorise une nouvelle étape de la coévolution. Les plantes qui survivent sont celles capables de repartir très vite depuis leurs racines, de germer après un passage dans le feu ou l'estomac d'un mammifère. Les animaux qui émergent sont ceux capables de parcourir plus de kilomètres pour trouver la nourriture ou de profiter des fructifications massives qui suivent la saison des pluies, ou encore d'exploiter la ressource plus efficacement que leurs concurrents. La vie sociale s'est aussi développée sur fond de cette relation. L'apparition de comportements de troupeaux chez de nombreux herbivores trouve son origine dans la nécessité de parcourir de longues distances, de détecter les meilleurs pâturages, d'échapper à la prédation tout en optimisant la consommation de la ressource végétale. Chez certaines espèces remarquables comme les girafes, le cou long a évolué en partie pour accéder à la nourriture située hors de portée des autres, ce qui évite la compétition directe et favorise la diversification des plantes adaptées à chaque strate de la canopée. On constate donc qu'au Cénozoïque, l'histoire évolutive des plantes et des mammifères herbivores est une suite d'équilibres mouvants, de tentatives, de succès et d'échecs inscrits dans les fossiles, les pollens, la composition chimique des sols ou même le code génétique des espèces actuelles. Chaque innovation végétale appelle une contre-innovation animale et chaque adaptation des herbivores rejaillit sur la structure des communautés végétales. Ce dialogue complexifie sans cesse l'écosystème.
Ils multiplient les interactions, stimulent la diversité, renforcent la résilience après chaque perturbation. Les témoins de cette coévolution se cachent partout autour de nous, dans la forme des feuilles, la hauteur des arbres, le motif des migrations de troupeaux sauvages ou la richesse des sols des prairies. En comprenant ce lien profond entre les animaux et les plantes, on saisit mieux pourquoi certaines régions sont particulièrement productives, résistantes ou riches en biodiversité. Le Cénozoïque aura ainsi été une mosaïque de mondes en renouvellement constant, où la coévolution des plantes et des mammifères herbivores a littéralement construit la Terre vivante, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quand on regarde tout ce jeu d'influence entre les plantes et les grands herbivores, il est logique de s'interroger sur l'autre partie de l'équation, les prédateurs. Parce que sur les terres du Cénozoïque, la diversification des herbivores n'a pas eu lieu sans donner naissance à toute une galerie de mammifères carnivores, radicalement nouveaux dans leur forme et surtout dans leur manière de chasser. Avec la profusion d'herbivores de tailles très différentes dans tous les types de milieux, chaque grand écosystème du Cénozoïque voit émerger des prédateurs d'élite, parfois spectaculaires et armés, qui doivent s'adapter eux aussi à la concurrence et mettre au point des stratégies de chasse efficaces pour maintenir leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Une des figures les plus célèbres du Cénozoïque, c'est le Smilodon. On l'appelle souvent le tigre à dents de sabre. Mais ce n'est pas un tigre au sens où on l'entend aujourd'hui. Il appartient à une famille spécialisée de félins prédateurs, présents sur le continent américain pendant presque 2 millions d'années, jusqu'à leur extinction, il y a environ 10 000 ans. Le Smilodon n'impressionnait pas seulement par sa taille, qui pouvait atteindre plus de 150 kilos, mais surtout par ses énormes canines supérieures, qui dépassaient parfois les 25 cm de long. Ses crocs n'étaient pas adaptés à croquer et mastiquer, mais plutôt à infliger des blessures mortelles aux grandes proies. Bisons anciens, jeunes mammouths, chevaux sauvages, chameaux préhistoriques. Les recherches actuelles montrent que le Smilodon utilisait une tactique d'embuscade, profitant de son corps massif et de ses pattes avant puissantes pour terrasser l'animal, puis abattre rapidement sa proie dans le cou ou la gorge. On retrouve dans les célèbres fosses de la Brea à Los Angeles des centaines de fossiles de Smilodon, parfois avec des traces de blessures soignées, ce qui suggère que ces prédateurs pouvaient vivre en groupes sociaux au moins temporairement, comme pour partager les risques liés à la chasse de si grands animaux. En dehors des Smilodons, il y a eu d'autres prédateurs géants, parfois moins connus par le grand public, mais tout aussi dominants dans leur milieu. Les amphicyonidés, surnommés de façon imagée chiens-ours, ont prospéré en Eurasie, en Afrique et en Amérique du Nord entre 40 et 6 millions d'années avant aujourd'hui. Ces animaux étaient puissants, dotés d'une mâchoire très solide, capables de courir vite sur de courtes distances et d'adapter leur alimentation selon les opportunités, à la fois charognards et chasseurs redoutables. Les plus grands amphicyonidés dépassaient 400 kilos et chassaient peut-être en meute, ce qui leur donnait un net avantage dans la conquête de proies de taille imposante ou dans la prise de territoire face à d'autres carnivores. Chez les canidés et les félidés, qui se séparent durant le Cénozoïque en des dizaines de lignées spécialisées, on remarque une évolution nette des comportements sociaux et des techniques de chasse. Les ancêtres des loups modernes, déjà présents il y a plus de 10 millions d'années, testent peu à peu la chasse en meute, ce qui permet d'abattre des animaux bien plus gros que chaque individu isolé, comme les bisons, cerfs géants ou chevaux sauvages. Ce système de coopération demande de la coordination, de la communication et distribue les tâches dans le groupe. Certains chassent, d'autres rabattent, certains surveillent et attendent l'occasion de mordre au tendon des proies. Les félins, eux, affinent la chasse en solitaire. Camouflage, patience, bond foudroyant, morsure précise. Le développement de griffes rétractiles et d'une musculature souple fait du lion, du guépard ou du jaguar des machines à capturer dans la savane, la jungle ou la steppe. Une autre lignée carnivore étonnante du Cénozoïque est celle des hyénodontes. Présents surtout au début de l'ère, ils étaient massivement répartis sur les 3 continents du Nord et du Sud. Leurs dents et leurs crânes très robustes leur permettaient d'écraser des os, ce qui en faisait des charognards puissants capables de manger ce que d'autres prédateurs laissaient. Certains hyénodontes dépassaient une taille comparable à celle d'un lion, voire davantage. Leur déclin est dû en partie à la concurrence avec les vrais carnivores modernes, plus rapides et spécialisés.
les stratégies de chasse se sont complexifiées au fil des millions d'années, parallèlement à l'évolution du comportement des proies. La formation de grands troupeaux chez les herbivores, leur migration saisonnière de milliers de kilomètres, les nouveaux comportements défensifs, regroupements, défense active, attaques de concert contre un prédateur isolé, ont obligé les carnivores à réinventer sans cesse leur mode d'attaque et d'organisation sociale. Certaines espèces sont devenues spécialistes, les félins des forêts pour la chasse en milieu fermé, les lycaons dans les savanes pour les chasses d'endurance, les lynx adaptant leur technique à la neige ou à la chasse aux lièvres. Cette course permanente entre proie et prédateur a stimulé l'intelligence, le développement d'une vision nocturne poussée, une mémoire de l'espace pour localiser points d'eau et refuges, mais aussi une résistance physique accrue aux blessures et à l'épuisement. Un animal qui illustre bien cette évolution sophistiquée des carnivores, c'est le Dinictis, un carnivore du Miocène nord-américain, aux allures de chat musclé, qui a adapté ses griffes et ses dents à la chasse de proies très rapide dans des plaines herbeuses. Un autre, le Barburophelis d'Eurasie et d'Afrique, combinait la puissance d'un grand félin avec des dentitions spécialisées pour saisir et trancher net les tendons d'animaux bien plus lourds que lui. Plus tard, en Amérique du Sud, des marsupiaux carnivores, comme le Thylacosmilus, ont évolué vers une morphologie proche de celle des dents de sabre, illustrant l'idée que la prédation de grands herbivores impose les mêmes solutions, même chez des groupes totalement séparés. Dans les zones polaires et arctiques, la sélection naturelle pousse à des adaptations encore plus marquées. Le célèbre ours des cavernes, qui vivait dans toute l'Europe il y a entre 200 000 et 30 000 ans, pesait parfois la même masse qu'un cheval, adoptant un régime omnivore à dominante végétale, mais capable aussi de prédation opportuniste. En Sibérie, le loup des steppes, de taille supérieure à nos loups modernes, suivait les troupeaux de bisons et de rennes dans la toundra. Ces prédateurs profitaient de la vulnérabilité des jeunes ou des animaux affaiblis par l'hiver. Même chez les oiseaux, certains sont devenus des carnivores géants du Cénozoïque. En Amérique du Sud, les Phorus racidae, surnommés oiseaux terreurs, et leurs cousins tuèrent sur plus de 50 millions d'années tout ce qui passait à leur portée. Ils pouvaient atteindre 3 mètres, courir aussi vite qu'un cheval et avaient des becs capables de briser os et carapace. Les proies, chevaux, paresseux, petits rhinocéros, devaient rivaliser d'ingéniosité pour échapper à ces prédateurs quasi incontournables en l'absence de félins ou de canidés. La compétition n'opposait pas seulement les prédateurs aux herbivores. Entre carnivores eux-mêmes, la bagarre faisait rage pour le contrôle d'un territoire, l'accès aux carcasses, la prise d'abri favorable pour la mise bas ou le repos. On trouve des traces d'os brisés par morsures, des canines cassées, des blessures cicatrisées indiquant des affrontements parfois mortels. L'avantage allait souvent aux groupes capables de communiquer, aboiements, odeurs, marquages, hurlements collectifs. Cette vie de clan ou de meute qu'on retrouve chez les loups modernes était cruciale pour la survie dans des milieux où le gibier pouvait se raréfier brutalement à cause du climat ou de l'arrivée de concurrents plus rapides, plus forts ou simplement plus nombreux. Certains carnivores ont aussi développé des comportements opportunistes, vivant non seulement de chasse active, mais aussi de charogne. C'est là qu'on voit émerger toute une faune de hyènes, de vautours, de petits mammifères fouisseurs, de mustélidés, la capacité à localiser un cadavre à plusieurs kilomètres, à tenir tête aux grands carnivores au bon moment pour voler des morceaux de viande, à survivre aux périodes de pénurie par une alimentation variée, sont autant d'atouts sélectionnés au fil du Cénozoïque pour occuper la moindre niche disponible dans l'écosystème. La pression des prédateurs a directement contribué à modeler caractéristiques physiques, comportements et organisation sociale des grands herbivores. Pour échapper aux embuscades, beaucoup d'espèces sont devenues grégaires. D'autres ont développé des formes de vigilance collective, la répartition des rôles dans le groupe, la sélection de refuges difficiles à atteindre ou encore l'aptitude à des déplacements de masse sur de longues distances. Les défenses spectaculaires des éléphants, la rapidité des antilopes, le pelage changeant des lièvres ou des renards selon la saison, tout cela découle d'une longue histoire d'interaction où la menace du carnivore impose sans cesse de nouveaux défis d'évolution. Cette constante adaptation a favorisé la diversité et la complexité des écosystèmes cénozoïques. À mesure que la technologie de la chasse évoluait, course, camouflage, embuscade, travail de meute, endurance, les proies s'ajustaient avec de nouvelles formes de résistance, ossature plus robuste, taux de reproduction accru, organisation sociale renforcée, intelligence collective accrue.
Ce jeu d'ajustement réciproque a, au fil du temps, dessiné les grands paysages animaliers, fait émerger d'impressionnants carnivores, mais aussi provoqué l'apparition temporaire ou la disparition définitive de certains groupes, selon les grandeurs du climat, les migrations et les catastrophes naturelles. La transition entre le Pléistocène et l'Holocène, marquée par la disparition de nombre de ces grands prédateurs, confirme à quel point leur présence dans les environnements du Cénozoïque était centrale. Après leur déclin, pour des raisons multiples, changement rapide de climat, raréfaction du gibier, action humaine, la structure même des écosystèmes a changé. Les grands herbivores n'étant plus régulés, la végétation s'est parfois modifiée et d'autres petits carnivores ont trouvé un espace pour s'adapter. Chez les espèces restantes, cette période a vu un basculement progressif vers l'ère des carnivores modernes. Loups, lions, léopards, renards, mustélidés, canidés et félidés plus petits, mais très efficaces. On comprend donc que l'évolution des prédateurs du Cénozoïque ne se résume pas à l'apparition de fauves au sens traditionnel, mais à une mosaïque complexe de comportements, d'armes, de techniques de chasse, de formes de coopération ou d'opportunisme, en réponse à un monde d'herbivores lui-même, sans cesse en mutation. Ces prédateurs géants et leurs stratégies inédites, loin d'être figées, traduisent la plasticité et la créativité du vivant pour occuper chaque place disponible, chaque territoire, chaque époque, de façon toujours plus efficace et diversifiée. Cette dynamique perpétuelle entre grands herbivores et prédateurs a été constamment secouée, voire bouleversée par des événements soudains que la nature impose sans prévenir. Au Cénozoïque, tout n'a pas été une lente évolution ou une adaptation progressive. Il y a eu des ruptures, des catastrophes dont les traces sont visibles à l'échelle des fossiles, du climat, du sol et même jusque dans la génétique de certaines espèces. Ce sont ces moments de crise majeure et parfois de disparition massive qui forcent le vivant à repenser ses stratégies de survie, qui créent des vides à remplir et qui montrent à quel point la vie sur Terre doit faire preuve d'une résilience surprenante. Parmi les plus marquants de ces bouleversements, il y a les glaciations, dont on a déjà parlé, et qui, à chaque survenue, entraînaient la réduction des territoires disponibles, le déplacement forcé de nombreuses espèces et la disparition de celles qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Mais ces cycles froids n'étaient pas les seuls dangers. À plusieurs reprises dans le Cénozoïque, la planète a connu des phénomènes brutaux, comme le réveil massif de volcans, la chute de météorites de taille parfois comparable à celle du fameux impact du Crétacé, ou bien encore des élévations très rapides de température liées à des changements brusques dans la circulation océanique et la production de gaz à effet de serre. Un exemple ayant marqué la période est le maximum thermique du Paléocène et Éocène, il y a environ 56 millions d'années. En moins de 50 000 ans, la température moyenne de la planète a augmenté de plusieurs degrés, provoquant l'extinction de groupes entiers de foraminifères marins et un gigantesque remaniement des espèces végétales et animales terrestres. Il existe aussi d'autres crises, parfois plus localisées, qui prennent l'aspect de méga-éruptions volcaniques. On en trouve la trace dans la formation du plateau du Deccan en Inde, ou dans l'histoire plus récente du supervolcan de Yellowstone. Ces éruptions dévastatrices recouvrent des régions entières de cendres, bloquent le rayonnement solaire pendant des mois, voire des années, et plongent les écosystèmes voisins dans un hiver temporaire appelé hiver volcanique. Les plantes peinent à photosynthétiser, la chaîne alimentaire s'interrompt, les animaux migrent ou meurent de faim, et la reconstruction ne commence que longtemps après l'apaisement du sol. Pourtant, même face à ce type d'impact, certaines espèces survivent parce qu'elles sont mobiles, qu'elles ont une alimentation variée ou qu'elles supportent le jeûne mieux que d'autres. Un moment que les chercheurs considèrent comme l'un des plus dramatiques du Cénozoïque s'est produit lors de la transition entre le Pléistocène et l'Holocène, il y a environ 12 000 ans. La planète sort alors de sa dernière grande glaciation. Les forêts remontent vers le nord, la toundra recule, l'humidité augmente dans certaines régions. En quelques millénaires, une vague d'extinction frappe la mégafaune terrestre. Ce sont les derniers mammouths, les mastodontes, le tigre à dents de sabre, le paresseux géant d'Amérique du Sud, le rhinocéros laineux, beaucoup d'oiseaux incapables de voler, d'innombrables grands herbivores et carnivores qui disparaissent définitivement de la surface du globe. Cette extinction massive ne s'explique pas uniquement par le changement climatique. De plus en plus de preuves pointent vers le rôle de l'homme moderne, arrivé sur presque tous les continents à cette période. Les techniques de chasse perfectionnées, l'emploi du feu, la modification des habitats naturels, par exemple le déclenchement de feux de prairie pour la chasse, contribuent à la fragilité déjà extrême de ces populations. Les débats restent ouverts.
Certains chercheurs estiment que la rapidité du changement thermique a réduit brutalement les ressources, herbes, eau, abris, et que les animaux trop spécialisés ou trop massifs ont souffert de la disparition de leurs aires de dispersion. D'autres insistent sur les traces d'armes retrouvées dans les os de mammouths ou d'autres carcasses de géants, sur les accumulations de restes dans des campements humains et sur le décalage temporel entre arrivée de l'homme et effondrement de population. La réalité est certainement un mélange des deux. Dans un monde qui se réchauffe très vite après des dizaines de milliers d'années de froid, où le couvert végétal change, les migrations se désorganisent et les proies sont chassées avec une efficacité nouvelle, la plupart des espèces de grande taille n'a tout simplement pas le temps de s'adapter ou de migrer. Malgré ces crises, la vie au Cénozoïque ne s'est jamais arrêtée. Les archives géologiques montrent qu'à chaque choc succède une phase de reconstitution. Des espèces opportunistes, souvent plus petites, plus flexibles, profitent des nouveaux espaces laissés vacants. C'est le cas des rongeurs, des carnivores de taille modeste, des oiseaux omnivores qui, après la disparition des géants, se multiplient dans presque tous les milieux. De nouvelles relations écologiques apparaissent. Là où l'éléphant ou le mastodonte entretenaient la savane ouverte, des buissons poussent, favorisant d'autres herbivores et d'autres oiseaux. Les cycles de la vie se réinventent sans fin. La complexité des réseaux alimentaires se reconstruit sur d'autres bases. Certaines espèces démontrent une capacité remarquable à évoluer rapidement. Des fossiles retrouvés après des événements majeurs montrent des animaux ou des plantes apparus sur quelques dizaines de milliers d'années seulement, dotés de particularités leur permettant d'exploiter une niche à laquelle personne ne s'était adapté avant le choc. Ce phénomène s'appelle la radiation adaptative. C'est ainsi qu'après la chute des dinosaures, les mammifères explosent en diversité. Après la fin des glaciations, beaucoup de groupes d'oiseaux occupent la place des prédateurs terrestres, et dans les îles, des reptiles ou des oiseaux deviennent temporairement dominants. On retrouve dans les archives fossiles des traces concrètes de cette résilience, même là où une catastrophe semble avoir tout détruit, dans la couche noire du maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou dans les cendres du Toba en Indonésie, il y a environ 75 000 ans, la vie recommence. Les mousses, les herbes pionnières, certains insectes rebâtissent les premiers étages d'un écosystème. Assez vite, suivi par toute une chaîne de consommateurs, herbivores rapides à se reproduire, oiseaux migrateurs, puis carnivores opportunistes, et plus tard, les animaux plus grands réapparaissent si le milieu s'y prête. Parfois, la nature réserve aussi des surprises. Certaines espèces résistent alors qu'elles semblaient condamnées. Le cheval, originaire d'Amérique du Nord, disparaît du continent après la dernière glaciation, mais survit en Eurasie pour être ensuite ramené par l'homme bien plus tard. Des mammouths nains se maintiennent quelques milliers d'années de plus sur des îles isolées en Arctique. En Europe, des forêts redeviennent des refuges pour des animaux disparus ailleurs, aux abris dans des montagnes ou autour de lacs profonds. Cette capacité à subsister dans des poches écologiques explique pourquoi la reconstruction de la faune après une crise est souvent rapide, là où persistent ces zones refuges. Il faut aussi signaler que ces catastrophes n'affectent pas seulement la grande faune. Le plancton, les invertébrés, certaines familles de poissons ou de micro-mammifères sont parfois décimés par des modifications soudaines d'oxygène, de température ou d'acidité dans les écosystèmes aquatiques. Mais là aussi, la dynamique est relancée par l'apparition de lignées résistantes, adaptées à des eaux plus pauvres, des températures plus élevées ou de nouveaux types d'alimentation. Ce sont ces groupes, souvent minuscules mais très prolifiques, qui maintiennent la base énergétique des océans et des lacs, même quand tout le reste semble proche du chaos. Un autre aspect intéressant, ce sont les extinctions en cascade. Quand une crise fait s'effondrer un groupe d'herbivores ou de proies, les carnivores disparaissent à leur tour. Inversement, l'extinction d'un grand prédateur peut entraîner la surpopulation d'une espèce d'herbivore, ce qui débouche ensuite sur la raréfaction de certaines plantes ou sur le changement d'un écosystème entier. Tous ces phénomènes montrent à quel point la vie sur Terre au Cénozoïque est interconnectée, chaque maillon jouant un rôle dans l'équilibre global. L'étude de ces épisodes a d'ailleurs changé la manière dont on pense la résilience écologique. Ce terme désigne la capacité d'un système vivant à retrouver son fonctionnement après une crise, même si certains éléments ont changé de forme ou de composition. Au Cénozoïque, ce processus est permanent. Chaque bouleversement climatique ou biologique engendre un nouvel état d'équilibre, différent du précédent, mais capable à son tour d'absorber de futurs chocs. Les forêts, les océans ou les savanes ne reviennent jamais exactement à leur état d'avant, mais trouvent toujours moyen de produire de la diversité, des niches inexplorées,
des adaptations inédites. On pourrait croire que les extinctions de masse ne laissent que des pertes. Mais le Cénozoïque a très souvent illustré le contraire. C'est après les coups de balai les plus violents que se multiplient les innovations. Le réchauffement rapide du maximum thermique a ainsi permis à certaines familles de mammifères et d'oiseaux de coloniser des milieux jusque-là inaccessibles. Après chaque glaciation, quand la forêt reprend du terrain sur la steppe, de nouveaux arbres s'installent, de nouveaux insectes et champignons surgissent, et cette diversité attire de nouveaux oiseaux et petits carnivores. Cette dynamique crée ce que les scientifiques appellent un brassage génétique. À la faveur d'un effondrement local de population, des survivants venus d'ailleurs viennent croiser leurs gènes avec ceux restés sur place, ce qui donne un nouveau potentiel d'adaptation pour les générations suivantes. C'est aussi pourquoi beaucoup d'espèces du Cénozoïque montrent une étonnante plasticité. Leur population se fragmente, puis se recombine après chaque crise, ce qui favorise par la suite de brusques expansions quand les conditions redeviennent favorables. Les extinctions, les catastrophes, les migrations, tout cela laisse des signatures dans les archives géologiques qu'on arrive de mieux en mieux à lire aujourd'hui grâce à la génétique, à la sédimentologie ou à la paléoclimatologie. On retrouve les âges des ossements, les pollens fossilisés d'anciennes forêts, les traces de cendres de grandes éruptions, parfois même des isotopes particuliers qui trahissent un changement soudain d'atmosphère ou de température. Cette capacité de la vie à rebondir ne veut pas dire que tout est possible à l'infini. Certains groupes perdus au Cénozoïque n'ont jamais été remplacés. Le rôle des grands herbivores n'a été repris que partiellement par d'autres, parfois plus petits ou différemment adaptés. Certaines fonctions écologiques ne réapparaissent que des millions d'années plus tard, ou jamais. C'est pour cette raison que les chercheurs insistent autant sur l'importance de limiter les extinctions actuelles. Le temps de ressourcer certaines dynamiques naturelles ne colle pas du tout avec le rythme des activités humaines contemporaines. En observant l'ensemble du Cénozoïque, on réalise alors que ce qui caractérise le vivant, ce n'est pas la stabilité, mais la réactivité. La Terre connaît régulièrement des crises sévères et des effondrements locaux ou planétaires, mais le foisonnement de la vie, poussé par la sélection naturelle, par l'innovation des espèces, par les mouvements des continents et du climat, finit toujours par créer de nouveaux mondes. Au fil des dizaines de millions d'années, c'est ce cycle continu de disparition et de renaissance qui résume le mieux l'histoire du vivant après les dinosaures. Ce processus de disparition et de renaissance qui a rythmé toute l'histoire du Cénozoïque prend une vraie tournure nouvelle avec l'arrivée de l'homme moderne. Parce que si les extinctions précédentes étaient principalement dues aux bouleversements climatiques ou à des catastrophes naturelles, l'émergence d'Homo sapiens va complètement changer la donne, surtout à la toute fin de cette ère. On parle ici d'une espèce comme les autres au départ, mais qui dispose d'une série d'avantages évolutifs assez uniques. Une organisation sociale élaborée, une capacité d'apprentissage très rapide, l'utilisation et l'amélioration constante d'outils, une communication complexe et une mobilité qui va finir par couvrir pratiquement tous les milieux de la planète. L'histoire moderne commence il y a environ 300 000 ans avec l'apparition des premiers Homo sapiens en Afrique. Mais ce n'est qu'à partir d'il y a environ 60 000 ans que l'homme moderne quitte son continent d'origine pour migrer en Asie, en Europe, puis sur les autres continents. Très vite, ces humains se montrent capables de s'adapter aux conditions les plus dures. Ils investissent les savanes africaines, les forêts d'Europe, les steppes glacées de Sibérie, les zones côtières, les îles et même les régions subpolaires. Leur adaptation passe d'abord par la maîtrise du feu. À partir de 100 000 ans avant aujourd'hui, on voit des traces de foyers réguliers en Afrique du Sud et au Proche-Orient. Mieux encore, ils développent des techniques de chasse collaborative. Les premières pointes en pierre taillée, les armes à propulsion comme l'arc ou la sagaie permettent d'attaquer à distance, ce qui augmente radicalement l'efficacité de la chasse. Au fur et à mesure que les humains se répandent, on remarque un lien troublant dans les archives paléontologiques. Là où l'homme arrive, la majorité des grands animaux, notamment ceux appartenant à la mégafaune, voient leur population décliner, puis s'éteindre. En Australie, par exemple, l'arrivée des hommes il y a environ 50 000 ans coïncide avec la disparition d'animaux extraordinaires, tels que le diprotodon, un wombat géant, l'oiseau géant Genyornis, des marsupiaux carnivores surdimensionnés ou encore des varans de plus de 5 mètres. En Amérique du Nord, la vague d'extinction se situe vers 13 000 ans, peu après que l'homme ait traversé le détroit de Bering en provenance de Sibérie.
La disparition des mammouths, mastodontes, paresseux géants, chevaux américains, chameaux et lions américains figurent parmi les plus marquantes de cette époque. En Europe et en Sibérie, c'est le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes ou le cerf géant qui disparaissent, en parallèle de l'essor des sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs. Les outils jouent ici un rôle capital, la maîtrise de la taille du silex, puis l'invention de nouveaux matériaux. Os, bois de cervidés, ivoire, plus tard le métal, permet d'obtenir des armes de plus en plus aiguisées et efficaces. On voit apparaître le propulseur, la harponnerie, les pièges élaborés, la chasse collective à l'aide de filets ou de fosses. L'homme optimise aussi ses déplacements. Il colonise rapidement des îles jadis inaccessibles à d'autres mammifères, apprend à construire des embarcations pour franchir mer et rivières. Ses compétences techniques aggravent la pression sur les populations animales déjà fragilisées par la fin de la dernière glaciation. La domestication va même amplifier progressivement l'impact sur la mégafaune. En domestiquant d'abord le chien il y a plus de 20 000 ans, puis les herbivores comme les chèvres, moutons, bovins et chevaux entre 12 000 ans et 5 000 ans avant notre époque, Homo sapiens transforme localement mais profondément les écosystèmes. L'usage du feu comme outil de gestion de l'environnement devient systématique. On brûle la savane ou la forêt pour renouveler le pâturage, faciliter la chasse, ouvrir des espaces agricoles. Les cycles de l'environnement naturel s'interrompent ou se modifient sous l'effet de ces interventions. De nombreuses plantes à graines deviennent dominantes parce qu'elles résistent mieux au passage du feu ou à la pâture massive. Certaines grandes espèces d'herbivores qui survivent encore un temps, comme l'aurochs en Europe, finissent par disparaître, chassées jusqu'à l'extinction ou absorbées dans le cheptel domestique. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la mégafaune n'est toutefois pas la seule ressource. Les humains s'adaptent rapidement à la raréfaction des proies géantes. Pêche, collecte de petits animaux, domestication de plantes, puis plus tard agriculture intensive. Mais la chasse-fuite des grands animaux marque profondément la culture matérielle, de l'art pariétal dans les grottes ornées à la transmission des récits fondateurs. On retrouve des représentations de mammouths, de bisons, de chevaux, d'aurochs ou de gibiers disparus sur les parois de Lascaux ou d'Altamira, témoignant d'une coexistence qui va très vite tourner à l'avantage de l'homme. Il faut noter que l'impact de l'homme n'a pas été uniforme ni instantané. Certaines régions, notamment des îles isolées ou des continents où la densité humaine restait faible, ont pu conserver des poches de mégafaune plus longtemps. Les mammouths nains, par exemple, persistent sur l'île de Wrangel, au nord de la Sibérie, jusqu'à il y a 4000 ans, bien après la disparition des grands troupeaux d'Eurasie. Sur l'île Maurice et à Madagascar, ce sont les oiseaux géants comme le dodo ou les piornis qui survivent jusqu'au 1er siècle de navigation maritime humaine, avant de s'éteindre brutalement par chasse, modification du milieu et introduction d'espèces allochtones. L'arrivée de l'agriculture, il y a 10 000 ans, multiplie les impacts sur la biodiversité. Les pratiques de défrichement changent les équilibres. La forêt recule, les espèces les plus volumineuses sont traquées ou privées d'habitat. Dans un paysage de plus en plus modifié, seuls les animaux les plus adaptables trouvent leur place. Sangliers, cerfs communs, petits carnivores, oiseaux granivores, les grands herbivores sauvages, autrefois maîtres de la steppe ou de la savane, disparaissent ou deviennent rares dans les régions habitées. Les carnivores suivent la même pente. Le lion européen survit jusque vers 2000 ans avant notre ère, puis disparaît, tout comme le tigre de la Caspienne, le lion d'Afrique du Nord ou l'ours des Pyrénées. L'impact humain ne concerne pas seulement la disparition de la faune, mais aussi la transformation radicale des écosystèmes. Les barrages, l'irrigation, l'agriculture sur brûlis, le surpâturage, la fragmentation des habitats coupent les anciens corridors de migration, isolent des populations, réduisent la diversité génétique. Les espèces qui restent sont contraintes à des territoires réduits, ce qui fragilise leur reproduction et leur résilience face aux maladies ou aux changements rapides du climat. Un dernier aspect très important, c'est la diffusion mondiale de l'espèce humaine. En un temps record, sur quelques dizaines de millénaires à peine, Homo sapiens occupe les 5 continents, atteint les îles les plus isolées de l'Océanie, puis l'Amérique du Sud jusqu'à la Terre de Feu. Cette expansion ultra rapide ne laisse aucune chance aux espèces incapables de migrer ou de s'adapter à la pression nouvelle. Chaque région géographique voit ses propres géants s'effacer, remplacés par une faune plus petite, plus discrète, plus mobile ou, très souvent, par des animaux issus de la domestication. Avec la naissance de la civilisation urbaine ces 6 derniers millénaires, l'emprise humaine sur la nature prend une ampleur définitive. Les dernières grandes forêts disparaissent du Proche-Orient. L'Europe se couvre de champs.
la chasse organisée finit par éliminer l'auroch, le bison d'Europe, les derniers élans des régions tempérées. L'urbanisation, la route, la division de l'espace font reculer les derniers refuges. Ce processus est accéléré par les grandes explorations maritimes qui transportent animaux et plantes d'un continent à l'autre, introduisent maladies, prédateurs ou compétiteurs au sein de milieux autrefois protégés par leur isolement naturel. Mais ce tableau aurait besoin d'être nuancé par le fait que, depuis peu, l'homme prend conscience de l'ampleur de l'impact accumulé depuis la préhistoire. Dès le XIXe siècle, des naturalistes s'inquiètent de la disparition rapide d'espèces maîtresses. Le bison d'Amérique, presque exterminé en 30 ans, le quagga d'Afrique du Sud, le grand pingouin du nord de l'Atlantique, le loup dans de vastes régions européennes. À partir du XXe siècle, les premières grandes lois de préservation apparaissent. Réserves naturelles, parcs nationaux, prélèvements réglementés dans certains pays. Les efforts de réintroduction d'espèces, de corridors écologiques, tentent de compenser la perte de biodiversité. Certaines régions connaissent de vraies réussites. Le bison d'Europe, réintroduit grâce à quelques individus captifs, le castor d'Eurasie, retrouvé dans tous les grands fleuves, le cheval de Przewalski, réinstallé dans les steppes de Mongolie. La notion de protection de la nature s'élargit, dépassant la simple conservation des animaux spectaculaires pour viser la gestion durable des milieux, la lutte contre la fragmentation, la protection des espèces invisibles mais fondamentales à l'équilibre des écosystèmes. Dans le même temps, de nouvelles menaces apparaissent liées à l'action humaine globale, changement climatique, pollution, disparition des pollinisateurs, propagation des espèces envahissantes. On s'aperçoit que la question n'est plus seulement celle des grands mammifères, mais de millions d'espèces interdépendantes dont dépendent la pollinisation, la fertilité des sols, la régulation des épidémies, la stabilité climatique. Aujourd'hui, certains estiment que l'on vit une 6e extinction de masse. Chaque année, des centaines d'espèces disparaissent, bien souvent sans que personne ne les ait jamais observées vivantes. Face à cette situation, de plus en plus de scientifiques, de citoyens ou de décideurs s'efforcent de transformer le rapport de l'homme à la nature. On parle de corridors écologiques qui reconnectent les poches de biodiversité, de restauration active de milieux dégradés, de réintroduction ou de soutien aux populations animales menacées. Les programmes d'éducation à l'environnement se multiplient. Des peuples autochtones, porteurs de savoirs ancestraux, sont désormais intégrés dans la gestion de certains milieux, reconnaissant l'intérêt de méthodes traditionnelles pour préserver la faune et la flore. Il existe aussi des débats sur la réintroduction, parfois controversée, d'espèces disparues localement. Doit-on relâcher des loups dans les Alpes ou les Pyrénées? La présence d'ours bruns, de bisons, de lynx est-elle compatible avec l'agriculture moderne et la densité humaine élevée de l'Europe? Partout, cette question met en balance le passé, le présent et l'avenir de la coexistence entre humains et grands animaux. En fin de compte, ce qui marque surtout le passage récent de l'homme sur la mégafaune cénozoïque, c'est l'accélération sans équivalent du rythme des changements. En l'espace de seulement quelques millénaires, l'action humaine a provoqué la disparition de plus d'espèces de grands vertébrés qu'aucune glaciation, qu'aucun volcan ou météorite depuis la fin du Mésozoïque. Ce constat soulève autant de préoccupations que d'espoir, puisque l'histoire du Cénozoïque montre aussi que la vie est capable de s'adapter, de se régénérer, parfois même de surprendre par la rapidité de ses réponses quand les pressions deviennent insupportables. L'avenir de la biodiversité terrestre dépendra donc beaucoup de la capacité de l'homme à harmoniser ses besoins avec le maintien de la diversité naturelle. L'histoire cénozoïque invite à la modestie. Elle illustre l'effet colossal du moindre déséquilibre, du moindre excès de prédation ou de modification de l'habitat. Et, malgré tous les défis, chaque action humaine qui contribue à restaurer, préserver ou favoriser le foisonnement du vivant s'inscrit dans ce fil ininterrompu de l'évolution, celui d'une Terre qui, après les dinosaures et la grande ère des mammifères géants, pourrait encore continuer à surprendre même à l'ère de l'homme. Quand on réfléchit à tout ce que l'homme a changé sur la faune et les paysages durant le Cénozoïque, il apparaît évident que cette ère, qui dure déjà depuis 66 millions d'années, reste encore une immense zone de découverte et de questionnement pour la science actuelle. Beaucoup de ce que l'on sait aujourd'hui a été acquis au fil des derniers siècles, mais chaque année, ou presque, des fouilles ou des analyses révolutionnent la façon d'imaginer cette époque. Les chercheurs continuent d'assembler les morceaux du puzzle, parfois avec des fragments minuscules de fossiles ou quelques grains de poussière fossilisés, parfois grâce à de nouvelles techniques qui viennent tout juste d'être inventées.
Le Cénozoïque, c'est un terrain de chasse scientifique spectaculaire parce qu'il mêle proximité temporelle, après tout, l'homme s'y inscrit, et étrangeté profonde. On découvre régulièrement qu'on n'avait pas tout compris, ou que des pans entiers de cette histoire se révèlent soudain plus complexes que prévu. La première chose qui frappe, c'est que le Cénozoïque n'est pas, malgré son ancienneté, une période terminée. Techniquement, on vit encore à l'intérieur de cette ère. Chaque espèce, chaque modification de climat, chaque interaction entre vivants et non-vivants sur Terre y est incluse. Ce qui rend sa compréhension capitale, c'est qu'elle conditionne toute la biodiversité et les équilibres de notre présent. Pourtant, ce que l'on sait du Cénozoïque reste souvent fragmentaire. On ne possède qu'une très petite partie des fossiles, et leur répartition est extrêmement inégale dans le temps ou l'espace. Il y a des régions où l'on découvre des gisements exceptionnels, comme Messel en Allemagne, Rancha la Brea en Californie ou le désert de Gobi, tandis qu'ailleurs, tout reste à inventer, souvent faute d'accès ou de chance. Les débats scientifiques autour du Cénozoïque sont d'ailleurs vifs. On s'interroge sur l'origine très précise de certains groupes, sur le détail des filiations, sur la place exacte de certains fossiles dans l'arbre de l'évolution. Parfois, un fragment de mâchoire découvert sur un nouveau continent remet en question toute une théorie, car il place une espèce ailleurs qu'on ne le pensait. Le développement des techniques d'imagerie, comme la microtomographie ou la modélisation 3D, permet aujourd'hui d'analyser sans détruire les fossiles. On voit maintenant l'intérieur des crânes, la structure des os, la texture des dents et même le contenu de certains restes fossiles, révélant l'alimentation ou des traces d'ADN surprenantes. La paléogénétique a d'ailleurs bouleversé les certitudes. Auparavant, on reconstituait les arbres de parenté à partir des formes des squelettes ou de la comparaison des molaires. Aujourd'hui, dès qu'on extrait de l'ADN ancien, même en infime quantité, on peut comparer directement des espèces et déceler des proximités ou au contraire des divergences qui n'étaient pas évidentes. Les études sur les mammouths, les chevaux, les rhinocéros anciens montrent parfois que des lignées considérées comme mortes hier sont finalement présentes dans le patrimoine génétique d'animaux actuels. Cette génétique permet aussi de retracer les migrations, les brassages, parfois de dater les extinctions ou de comprendre les changements dans la diversité des populations à l'échelle continentale. À ces progrès s'ajoutent ceux de la climatologie. En étudiant les bulles de gaz emprisonnées dans la glace du Groenland ou de l'Antarctique, ou les isotopes retrouvés dans les coquillages fossiles, les scientifiques reconstituent les températures passées, les concentrations en dioxyde de carbone, la quantité de précipitations ou même l'acidité des océans durant différentes périodes du Cénozoïque. Ces modélisations donnent des courbes détaillées. On peut maintenant relier les extinctions ou les explosions de diversité à des périodes précises de refroidissement ou de réchauffement de la planète, et on découvre souvent que des cycles jadis considérés comme secondaires ont eu au contraire un effet direct sur les plantes et les animaux. Le Cénozoïque, c'est aussi la grande époque des migrations animales à l'échelle intercontinentale, et là aussi les nouvelles données révèlent des surprises constantes. Avec la tectonique des plaques et les alternances glaciaires, des ponts terrestres font leur apparition, puis disparaissent, ouvrant ou refermant des routes pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles. Le passage du détroit de Bering, par exemple, a permis à des espèces comme les chevaux, les bisons, les lions, puis les premiers humains, de rejoindre ou de repartir d'Amérique. De même, la séparation entre l'Europe et l'Afrique à certaines époques, ou la fermeture de l'isthme de Panama il y a environ 3 millions d'années ont bouleversé complètement la répartition de la faune et de la flore mondiale. Un aspect particulièrement fascinant pour les chercheurs d'aujourd'hui, c'est la question de la rapidité des changements. Autrefois, on imaginait que toutes les évolutions se faisaient très lentement, sur des centaines de milliers ou de millions d'années. Mais il s'avère que certaines crises ou innovations, comme la diversification rapide des mammifères après la disparition des dinosaures, ou des extinctions soudaines à la transition de l'Holocène, se sont jouées en quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, parfois même plus vite. Cela oblige à reconsidérer la notion de stabilité du vivant. On découvre que les écosystèmes peuvent changer radicalement en très peu de temps si les conditions l'exigent. Les recherches sur les extinctions du Cénozoïque restent un chantier central. On découvre continuellement de nouvelles causes possibles. La chute de météorites, bien moins célèbre que celle de la limite Crétacé-Paléogène, mais ayant quand même eu des effets globaux, les éruptions de supervolcans, la montée ou la baisse rapide du niveau de la mer, l'arrivée de maladies inconnues. Parfois, l'impact humain est au centre du débat pour expliquer certains effondrements récents. Mais il reste encore beaucoup de mystères, notamment sur la manière dont certains groupes ont survécu là où d'autres proches ont disparu.
Il existe toute une série de sujets sur lesquels la recherche du Cénozoïque avance particulièrement vite. Par exemple, l'origine des primates et le détail de l'évolution qui a mené jusqu'aux hominidés, ou encore les premiers pas de l'homme moderne en Eurasie et en Australie. Les paléoécologues, en croisant les données génétiques, fossiles et climatiques, essayent de reconstituer l'aspect réel des écosystèmes d'il y a 10 000, 100 000 ou 1 million d'années. Type de forêt, répartition des savanes ou de la toundra, abondance réelle de chaque espèce. L'objectif est aussi d'anticiper ce que peuvent devenir ces milieux en réaction aux changements actuels. Le Cénozoïque est également le laboratoire pour comprendre les interactions durables entre plantes et animaux. On a par exemple montré que la diversification des plantes à fleurs et les successions de glaciations ont créé une multitude de niches nouvelles, d'où l'explosion des oiseaux chanteurs, des insectivores, des pollinisateurs ou de certains groupes de rongeurs. L'étude des coprolites, fossiles d'excréments, livre des informations de plus en plus précises sur les régimes alimentaires, la migration des troupeaux ou même la présence de parasites. En croisant ces pistes, la science progresse vers une reconstitution dynamique et plus seulement statique du passé. Il existe aussi d'importants débats sur certains aspects, comme la coévolution rapide entre animaux et végétaux ou les conséquences réelles de la fragmentation des habitats par les glaciations. On s'interroge sur la vitesse à laquelle les espèces peuvent migrer ou s'adapter au changement de climat, ce qui pose directement la question de leur avenir dans le contexte actuel de réchauffement anthropique. Dans un autre domaine, les recherches sur la physiologie des animaux fossiles ont pris une autre tournure grâce à la chimie des isotopes stables et à l'analyse moléculaire. On peut maintenant estimer la température corporelle maximale atteinte par certains grands mammifères, ou même identifier quelles espèces étaient capables d'hiberner durant les hivers les plus durs. Les analyses de l'ADN ancien révèlent parfois la présence de maladies anciennes, leur propagation, et permettent même d'étudier, sur des squelettes vieux de plusieurs milliers d'années, des marqueurs de stress ou d'adaptation saisonnière. Cela ouvre la voie à des comparaisons audacieuses avec les espèces actuelles, notamment en matière de résilience ou de fragilité. La question de la reconstitution du climat passé, la paléoclimatologie, reste l'un des axes majeurs de la recherche sur le Cénozoïque. On cherche à comprendre pourquoi certaines périodes ont connu de profonds refroidissements, alors que la quantité de CO2 dans l'atmosphère variait à peine, ou, inversement, comment des épisodes courts de réchauffement extrême ont pu transformer durablement toute la biosphère. Les modélisations numériques, couplées à l'étude de carottes sédimentaires et de pollen fossiles, permettent de cartographier avec précision la répartition des biomes il y a 30 000, 100 000, voire 1 million d'années. L'exploration du Cénozoïque s'étend désormais hors des méthodes classiques. La télédétection, le radar, la modélisation informatique des réseaux trophiques ou des paysages permettent de simuler dynamiquement l'évolution des écosystèmes face à différents scénarios. Ces outils servent aussi à tester ce qui pourrait advenir à l'avenir si le climat continue de changer ou si certaines espèces disparaissent. Un autre défi scientifique, c'est de mieux cerner la chronologie des premières activités humaines majeures. On tente de dater avec une précision croissante la domestication des grandes espèces, l'essor de l'agriculture, l'impact initial des feux de forêt provoqués par l'homme et la perte de biodiversité associée à telle ou telle migration. Par l'analyse du charbon de bois, du pollen, de l'ADN ancien du sol, on commence à quantifier comment les sociétés humaines ont modifié le paysage dès le néolithique ou même avant, parfois sans laisser de traces archéologiques visible. L'un des plus grands apports récents de la science cénozoïque est dans le domaine de la compréhension des changements rapides, les tipping points. Des études montrent que des écosystèmes apparemment stables basculent soudainement dans un autre état, parfois de manière irréversible, dès que certains seuils sont franchis. Cela éclaire les efforts de conservation actuels, car on comprend mieux l'urgence de préserver certaines zones clés ou de maintenir la connectivité entre milieux pour éviter d'accélérer ces transitions. En confrontant toutes ces perspectives, on constate que le Cénozoïque n'est pas seulement une ère révolue, mais le creuset de notre monde actuel, un laboratoire où s'élaborent toutes les évolutions, tous les équilibres naturels, et où la question du futur reste ouverte. Les chercheurs soulignent que l'accélération contemporaine du rythme des changements naturels et anthropiques pourrait, dans certains cas, dépasser les capacités d'adaptation que la biosphère a pu installer au fil des dizaines de millions d'années. D'où l'importance, pour la science, de regarder le passé de près. Il est indispensable pour lire les signes du présent et orienter les actions en faveur de la biodiversité ou de la restauration des grands écosystèmes.
Enfin, cette histoire du Cénozoïque, loin d'être figée dans les eaux ou la poussière, continue de grandir à chaque nouvelle découverte. Depuis les fossiles géants déterrés jusque dans les plaines sibériennes, jusqu'aux fragments d'ADN retrouvés dans des sols gelés, chaque information vient renforcer la compréhension du vivant, de ses forces et de ses faiblesses. Étudier le Cénozoïque, c'est autant reconstruire le passé que mieux anticiper le futur, et ce mouvement, de plus en plus rapide, fait du Cénozoïque une aventure scientifique tout à fait passionnante, aussi moderne que les enjeux écologiques et évolutifs que nous affrontons aujourd'hui.